Salut l'équipage, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la D1. C'est parti. Bon, pour faire cette émission, je ne suis pas accompagné, malheureusement, des plus grands. Mais je rigole, non, forcément, je suis avec les meilleurs. À ma droite, l'équipage est prête et chaude comme jamais. Et mon premier coéquipier est donc Kibo. Si Comment tu vas, Kibo? Soyez les meilleurs. Oh là là, j'aime cette énergie, À ta droite, quelqu'un d'autre qui est vraiment très énergivore et très motivé aujourd'hui, même si je l'ai tapé à FIFA, mais c'est pas grave. C'était 3-2. Lui-même, le seul et l'unique Aaron, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Quelle intro. C'est comme ça. Sinon, on présente bien, on est en famille, donc du coup, on fait les choses bien. En face de moi, je pense que c'est l'homme le plus sage que je connaisse de ma vie. C'est une personne vraiment d'une intelligence inouïe et d'un calme incroyable. Je ne vous le présente pas, il va se présenter lui-même. Merci. Bonsoir, bonjour, ça dépend de quel moment vous regardez l'émission. Donc voilà, bienvenue. Merci pour l'intro aussi, c'est très gentil. Quoi, j'ai dit une bêtise ou quoi? L'homme le plus sage. Non, mais faut rendre à César ce qui est à César. Donc, depuis qu'on se connaît, je trouve qu'il a vraiment cet esprit vraiment calme, la force tranquille. Ouais, mais on dit souvent au Kibo ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Tranquille, mais quand il se fâche. Après, forcément, ça ressort chez nous tous. Hein. On a quand même le sang chaud africain chez nous. Mais, petite page d'actu, on va commencer directement dans le vif du sujet. Serhou Guirassy, les gars. Un joueur qui est passé par Amiens, notamment, ou encore par Rennes, qui a fait parler de lui, qui fait parler de lui en ce début de saison, avec un début de saison tonitruant. 13 buts marqués lors des 7 derniers matchs. C'est fort. Parce que la dernière personne à avoir fait ça, qui n'a même pas forcément réussi, c'était Robert Lewandowski. Il avait marqué 11 buts. 11 goals. Ouais. 11 buts. C'était lors de la saison, pendant le Covid. À peu près lorsqu'il a fait sa saison record à 41 buts où il a dépassé le feu Gerd Müller. Donc, vous pensez quoi de ce début de saison? Moi, je trouve un début de saison tonitruant déjà. Et ça fait plaisir de voir un autre profil en fait dominer sur la Bundesliga. On avait l'habitude de voir des attaquants d'habitude dans les grands clubs, que ce soit Bayern, Dortmund. Maintenant, on voit un autre et Leipzig, avec une époque Werner, mais là, de voir un joueur qui joue dans on va dire une équipe de milieu de tableau Stuttgart, taper comme ça, c'est assez impressionnant. Et surtout que tu vois que chaque match, il met des goals, mais il met des vrais goals, tu vois. Mais oui, mais c'est pas genre en mode il est en train de juste faire des tapines. Non. Moi, j'ai regardé parce que cette saison-ci, je me suis dit je vais suivre un petit peu plus la Bundesliga parce que voilà, c'est un championnat où on n'a pas toujours trop l'habitude de suivre parce qu'on se dit voilà, en même temps, ils jouent les samedis à 15h30, puis après les gros matchs sont à 18h30. En même temps, il y a les autres championnats parce que voilà, les gens en général, leur premier club, leur premier amour, c'est pas les équipes de Bundesliga. Ouais. Et ils jouent en même temps que nos clubs, donc c'est un petit peu difficile de suivre. Ouais. Mais comme tu dis, moi je suis assez surpris de la manière dont il marque, la facilité qu'il a pour la versatilité aussi dans son jeu, parce que c'est quelqu'un qui marque de partout, de la tête, il finit dans les 16 mètres, en dehors, piche-net, frappe forte. Il est hyper efficace et c'est beau à voir. Pour moi, c'est un étonnement positif. Quand tu vois d'où le joueur vient, tout ce qu'il a parcouru, ça fait quand même, je pense, 2-3 ans. Il joue dans ce club, si je ne me trompe pas. La saison passée, il a marqué, je pense, autour de 15 goals. Et là, il a 11 goals. Donc 13 goals, pardon. Tu as bien rectifié, il a marqué 13 goals. Là, il a déjà 11 goals. Donc on voit vraiment que les attaquants, au fil des années, c'est pas au plus que tu es jeune, au plus que tu presses, mais j'ai l'impression que la tendance inverse. Que les attaquants de pointe, au plus âgés, au plus qu'ils ont d'expérience, au plus qu'ils marquent. Or qu'à l'époque, c'était plus la tendance inverse. Donc je suis vraiment content pour lui, aussi parce qu'il il joue pour l'équipe nationale de la Guinée. Exact. C'est toujours un truc plus positif pour l'Afrique aussi, et aussi pour son club là où il joue, parce que jouer à Stuttgart, c'est un bon club, un club, on va dire, de milieu de tableau de Bundesliga. C'est pas toujours évident de prester autant. C'est un club historique de Bundesliga. Hein. Ouais, c'est un club qui a sorti des joueurs de talent que l'on connaît maintenant, notamment Kimmich, ou encore Marco Reus, etc. Donc voilà, c'est pas n'importe quel club. Et en plus, affilié à la grande marque Mercedes-Benz. Même le stade s'appelle la Mercedes-Benz Arena. C'est vraiment pour dire que au niveau paysage footballistique de l'Allemagne, c'est un gros club. Ouais, c'est un gros club. C'est un gros club, donc
moi, je trouve que c'est bien. Ça change un petit peu. On a toujours l'habitude de voir la même chose, que ce soit à l'époque. Bon, maintenant, ils sont plus là, mais c'était Schalke, Bayern, Hambourg, qui étaient toujours les gros dinosaures qui géraient un petit peu le championnat. Mais maintenant, on voit de nouveau un nouveau vent s'insuffler. Et moi, je trouve que c'est bien de voir ça. Et ça fait plaisir, surtout quand on voit un joueur qui va jouer pour son équipe nationale guinéenne, en sachant que, bon, si la Guinée, je pense, ne sera pas à la CAN, non? Je pense. Si, ils sont qualifiés. Ben voilà, s'ils seront là, ça sera un atout et ça sera un joueur en plus pour attirer les gens à aller regarder cette CAN. Parce que voilà, il faut qu'il y ait des joueurs qui promouvoient cette compétition parce qu'elle est très attrayante. Et ça fait plaisir. Le gars, en plus, il est très bon, balle au pied, comme Cher a dit, il est polyvalent. C'est le genre de profil d'attaquant qu'on aime bien, qui sait tout faire, en fait, qui sait tout faire. Et c'est pas... et il joue pas au Bayern, nous, t'as toujours des ballons pour marquer. Voilà. Donc, d'office, tu peux terminer à 30 goals, même si t'es nul. C'est ça. Là, Après, tu sais bien, il y a toujours des mauvaises langues qui vont dire, comme ils jouent en Bundesliga, la Bundesliga, après, c'est vrai que c'est un championnat qui est vraiment fait pour les attaquants. On le voit, on l'a vu, même Loïs Openda, comment il est en train de s'éclater là-bas à Leipzig. Et on voit comment Serhou Guirassy est en train de vraiment donner vraiment de sa personne en ce début de saison. Et moi, je trouve que c'est bien, ça promouvoit et ça libère en tout cas les attaquants. Comme ça, comme tu l'as précisé avec la CAN, lorsqu'il va aller en équipe nationale de la Guinée, il va justement avoir cette dynamique-là, cette forme-là, et ça pourrait vraiment donner quelque chose de fort à la CAN. Je ne sais pas dans quel groupe il se situe encore la Guinée, mais je pense que c'est bien que l'Afrique ait ce genre de représentant en la personne de Serhou Guirassy qui prête et qui montre que non, les joueurs africains, en tout cas les attaquants de pointe, sont bel et bien présents. Ouais, le tirage au sort est planifié pour ce jeudi, le jeudi 12, cette semaine-ci. C'est ça. Et c'est bien aussi qu'il soit au début de sa prime parce qu'il a que 27 ans. Donc c'est l'âge où les joueurs sont dans leur meilleure forme et que on voit que ces dernières années-ci, il y aura des primes à 30 ans, à 31 ans, donc ça promet aussi pour l'avenir aussi. Mais je pense aussi, c'est que le point que tu as relevé, que, parlant de l'âge de maturité des joueurs qui arrive un peu plus tard, je pense aussi en tant qu'attaquant, quand tu arrives à ton jeune âge, ton but principal, en fait, c'est de mettre des buts. Ouais. Peu importe la façon, tu as envie de jouer, tu as envie si tu marques, tu sais que tu vas jouer. Ouais. Donc du coup, tu fais pas attention aux petits défauts que tu as dans ton jeu, en fait. C'est ça. Et maintenant, en grandissant et avec l'âge, je pense que tu peaufines ton jeu, tu regardes quels sont tes points forts, quels sont tes points forts, et puis tu regardes dans quelle situation je marquerai plus de buts. Et je pense que c'est comme ça que les joueurs s'affinent et jouent sur leurs points forts. On a vu un Benzema qu'on pensait, que des gens pensaient qui ne savait pas mettre des buts. Voilà. Moi, je le connais depuis Lyon, ce gars. Ce gars, c'est stats. Maintenant, quand il est venu, Ronaldo est parti, on a dit maintenant tu vas marquer. Le gars, il a fait ce qu'il faisait déjà avant, balle au pied, mais il mettait ses buts, tu vois. Exact. Mais avec l'âge, tu regardes que sur 3 occasions, il va t'en mettre 2. Tu vois. Parce qu'il sait que voilà, dans telle position, je dois me mettre comme ça, je dois positionner mon corps comme ça, mais ça vient avec l'âge. Et avec les techniques d'analyse des vidéos qu'on t'a fait faire, les spécifiques, etc. En plus, c'était pas donné de se dire qu'il allait autant prester à Stuttgart, parce que Stuttgart, il faut se rappeler que pendant les 2-3 dernières saisons, ils jouent la relégation. Et là, ils sont aux portes limite de la Champions League. S'ils ne sont pas même 2e ou 3e, je n'ai pas le classement directement en tête comme ça, mais c'est pour dire vraiment l'importance et l'influence qu'il a dans cette équipe-là pour faire en sorte que cette équipe-là soit aussi haut dans le tableau. Donc, moi, je donne vraiment beaucoup de crédit à Serhou Guirassy. J'attends de voir la confrontation face à une équipe que j'aime beaucoup et que je suis énormément ce début de saison, qui n'est d'autre que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures équipes. Je ne sais pas si vous-même, les spectateurs, vous regardez ça, mais franchement, regardez l'équipe de Xabi Alonso. Ça joue au football, au pied-ballon, là. Ça tape même. Donc, il faut aller regarder ça. Et j'attends de le voir dans un schéma où tu sens que l'équipe elle est vraiment travaillée tactiquement et que les joueurs savent ce qu'ils font, les défenseurs également, les milieux de terrain et tout, pour voir un petit peu s'il arrivera à s'en sortir même face à ce bloc équipe qui est plutôt bien où il est pour faire la différence. Oui, bon, ce sera un match à peu près délicat, mais je pense que quand tu es dans une lancée comme ça, je pense que peu importe le match
peu importe le match qui est à venir, je pense que dans ta tête, psychologiquement, tu as déjà activé le mode ermite, comme dans Naruto. Quand il a activé le mode ermite, il a déjà activé le mode ermite. Parce qu'il sait que... Vraiment, t'abuses. Les références. Vous abusez les bails. Non, Franchement, les gens qui regardent des mangas, vous abusez les bails. Vos références. En fait, c'est le kunai. Je t'ai regardé, j'ai vu le kunai, je dis, oh, mode ermite. Non, et il a déjà activé le mode, donc je pense que psychologiquement, il sera préparé à ce genre de rencontre. Et je pense qu'en tant qu'attaquant, quand tu marques, tu veux d'ailleurs jouer ce genre de rencontre, parce que là, tu vas t'affirmer encore plus aux yeux du grand public, parce que je trouve qu'on n'en parle même pas assez de lui, par rapport à ce qu'il fait. Mais je pense que des matchs face à Bayer Leverkusen, face à des Borussia Dortmund ou des Bayern München, je pense que des matchs comme ça, il sera plus révélateur. Pourquoi tu fais l'accent là? Il a raison, c'est correct. Franchement, c'est correct. Franchement, dans cette émission, il y a trop de personnages qui se la jouent, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un autre, il pense qu'il est espagnol. On a eu la main Il y a d'accord. un type ici, il fait l'allemand. C'est pas possible, mais l'autre, il fait, je sais pas, j'aime le fédé du Sénégal. Arrête. On a des connexions, on a des talents, on a des skills, il faut les présenter. C'est important, on sait jamais qui nous regarde là à travers la caméra. C'est vrai, C'est comme ça on dit les noms des clubs, frère. Mais t'as raison, quand tu parles de Xabi Alonso, ben, je pense au match la saison passée contre l'Union, où que tu voyais qu'il y avait un jeu qui était très attractif et très efficace aussi. Parce que je pense que j'ai dit que Havertz c'était à Stuttgart, mais c'était à Leverkusen, je pense. Il était à Leverkusen. Voilà, Ouais, donc on ils ont ça. perdu des Havertz, des Diaby, plein de joueurs qui sont passés à un niveau au-dessus. Et malgré ça, il y a toujours un niveau de jeu qui est toujours impeccable. Et voilà, donc c'est à saluer. En fait, il vient avec des idées, Xabi Alonso. Il vient Voilà. avec des idées claires et nettes de se dire que chaque joueur qui a été choisi pour le recrutement ou bien qui se trouve sur le terrain a un rôle prédéfini à Exactement. établir. Ouais. Et donc, du coup, chacun respecte les consignes. Et je pense que tellement ces idées passent bien, ça fait que son équipe, elle est attrayante. Franchement, regardez vraiment un match à 15h30, un samedi après-midi, quand vous avez rien à faire. C'est vraiment bon à voir. Mais quand tu parles de Xabi Alonso, on revient peut-être sur le débat, mais c'est un joueur, c'est un milieu de terrain qui était aussi l'âme d'une équipe. Oui. Et en tant que joueur, ce gars il respirait la tactique et l'intelligence du jeu au général, tu vois. Quand tu regardes le feedback que beaucoup de gens donnent sur sa personnalité, c'était vraiment un type qui lisait le jeu totalement différemment des autres. Et son père, d'ailleurs, aussi était coach. Donc, du coup, c'est aussi un peu dans ses gènes. Et c'est quelqu'un qui a une analyse du football totalement différente. Et je pense que c'est logique de voir aujourd'hui qu'il a vraiment une équipe pour lui et qu'il fait ce qu'il veut, que ça joue comme ça, en fait. Prochaine étape, le Real. Franchement, parce Ça que j'ai vu chuchote, ça- C'est des bruits de couloir. Ça C'est des se bruits dit. de couloir. Parce qu'on dit qu'Ancelotti il va prendre le Brésil. Ouais, qui Ouais, part. Ça chuchote et que c'est Xabi Alonso qui doit reprendre. Et ça sera une première, hein, parce que le Brésil, je pense, bon, je fais une petite aparté, hein, mais le Brésil n'a jamais connu d'entraîneur étranger pour la sélection. Ça sera vraiment une première. Une révolution. Ce soit Carlo Ancelotti Ah, qui mais vient pour de qu'il faire. s'y mette, on est en 2023, votre dernière Coupe du Monde c'est en 2002. Non, c'est vrai. Chaque Il faut tenter, il faut tenter. Chaque Coupe du Monde, Non, vous dites, vous prenez à chaque fois les mêmes, vous recyclez, mais ça ne fonctionne pas. Donc. À voir. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport le fait que Xabi Alonso, c'est vrai que c'était les gens le disaient déjà que c'était comme un second entraîneur qui se Ouais. trouvait sur le terrain. Cette théorie-là, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment du joueur et du type de joueur que c'était. Parce que, par exemple, Pirlo, par exemple. Pirlo, c'est dégueulasse. Là même, je pense en D2 ou D3 en Italie, c'est catastrophique de ce qui se passe. Frank Lampard, on n'en parle même pas. Ouais. Je pense Mais que ça sert à rien de Après, citer. Lampard. Après, parce que pour moi, Lampard, c'était un moteur du Grand Chelsea. Ouais, mais c'était pas un C'était un second buteur. entraîneur. Le gars, il était Fort. milieu offensif et il mettait ses goals, il était tourné vers l'attaque. C'était pas lui vraiment l'âme de l'équipe. Quand tu regardais les moteurs, c'était JT, tu vois, le moteur de l'équipe, tu vois. Ouais. Si JT réussit en tant qu'entraîneur, là, ça serait plus logique qu'un Frank Lampard. Mhm. Parce que lui, JT, c'était le deuxième coach, on va dire, de Chelsea. Qui rentrait dans le vestiaire, qui faisait gagner des finales, tu vois. Ça aurait été plus logique. Mais Lampard était un peu plus offensif. Par exemple, un joueur qui m'a étonné d'avoir réussi en tant que coach, c'est par exemple un Zizou. Parce que beaucoup de gens disaient que Zizou, c'était un type dans les vestiaires, il parlait pas trop. Oui, il parlait pas, ouais. Il parlait pas trop. Il est froid, quoi. Il était froid, Yes, mais il rentre sur le terrain, c'est un autre joueur. Et il crie pas Exactement. sur ses coéquipiers, il coach pas, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il y a des règles sans être des règles. Ça dépend, c'est du cas par cas, mais en général, vraiment les milieux, donc vraiment les 8, 6, en général, ça reste, c'est des bons coachs. Regarde Xavi aujourd'hui. Alonso. Xavi Vieira. Alonso et puis Xavi du Xavi Barça. Hernandez.
Xavi du Barça. Moi, Xavi Hernandez, là, vu que moi j'ai un certain affect avec le Barça, là, franchement. En fait, tu sens qu'il a des idées, mais je pense qu'il a brûlé un petit peu les étapes, dans le sens où il était d'abord à Al-Sadd, au Qatar, et tu fais directement la transition directe au Barça. Ouais, il devait faire Barça B d'abord. Parce que, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Xabi Alonso après, je t'interviens. C'est que Xabi Alonso, il a eu l'intelligence ou bien peut-être de se dire que je ne veux pas prendre d'abord une grosse équipe, je vais d'abord faire mes dents avec une équipe comme Leverkusen. Même avant, il entraînait au Real... Sociedad. Non. Il n'entraînait pas chez les jeunes. Il a entraîné une équipe de jeunes. Si. Il a entraîné une équipe de jeunes. Et puis après, au lieu de brûler l'étape, elle est directement dans un gros club. Il a dit non, je vais prendre un club de milieu classement comme le Bayern Leverkusen. Bon, Bayern, c'est un gros club en Allemagne, mais c'est pas un grand club d'Europe. On est d'accord pour dire ça. Voilà. Il a pris le Bayern Leverkusen. Il a moins de pression sur ses épaules. Il a le temps de pouvoir transmettre ses idées à des joueurs qui ne sont pas des grosses stars et donc du coup qui vont écouter ce qu'il va vouloir apporter, et après forcément ça va faire en sorte que lorsqu'il va partir dans un gros club, ses idées vont véhiculer et traverser avec lui, ce qui veut dire qu'il aura une stature déjà en tant que joueur, parce que c'est un gros joueur, un très gros joueur, et en plus ça en tant qu'entraîneur maintenant c'est les joueurs qui vont dire ça c'est Xabi Alonso, il me dit quelque chose, il faut que je le fasse sinon je saute. Et dans le club, il n'y a personne qui va se lui opposer. Tout le monde va dire, en vérité, c'est Xabi Alonso qui le dit, donc il faut que je le fasse absolument. Donc, du coup, je pense que sa démarche, elle est beaucoup plus intelligente. Mais après, il y a des circonstances qui font peut-être que Xavi a été repris par le Barça, vu la circonstance économique, vu le changement diplomatique, institutionnel, etc. Mais voilà, moi je trouve que le parcours de Xabi Alonso, il est beaucoup plus honorable à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'au début, quand le Barça avait fait la démarche envers Xavi, il avait refusé au début parce qu'il y avait un entraîneur, le président Bartomeu qui devait partir. Et je pense que tu as raison, parce que quand tu regardes Lampard et Gérrard, par exemple, je pense qu'ils ont fait ce saut un peu trop tôt parce qu'ils sont partis parce que Lampard venait de Derby County. Gérrard, il avait fait une seule saison ou 2 saisons à Rangers. Donc je pense que ce que tu dis là, qu'il faut passer par les étapes et pas brûler les étapes et faire tes preuves en fait, avant de prendre une grande équipe, parce que là, tu as le préjudice que... Par exemple, quand on dit qu'il y a des coachs qui ont foiré en tant que coach, on va dire Lampard, mais c'est pas forcément qu'il a vraiment foiré, parce que pour moi, c'est un bon coach. C'est juste qu'il a fait... Non, c'est pas qu'il est mauvais. Je pense qu'il a juste... Lampard, il est bon. Non, il a juste besoin d'avoir du temps et d'apprendre. Parce qu'il a... Parce en fait, que le quand tu problème regardes, avec Lampard, c'est qu'il a grillé ses cartes. Voilà, et il a grillé ses cartes. Quand tu regardes quelqu'un qui est comme Vieira, qui est venu des States, qui a pris Palace, c'était le meilleur travail. Là, il est à Strasbourg, il fait du beau taf aussi. Je pense que c'est meilleur de passer. Là, c'est la crise à Strasbourg. Ah bon? La crise. Moi, en tout cas, ne lance pas des arguments comme ça. Ils sont dans la partie gauche du tableau dans le championnat français, mais les supporters niveau jeu, les supporters ne sont pas contents. Ok, parce que moi, ils se disent même que c'est un miracle de se retrouver là. Ce que j'ai vu à Palace, ça me plaisait beaucoup. J'étais même surpris qu'il se fasse limoger. Mais je pense qu'à Strasbourg, pour pas rester sur le sujet Vieira, je pense qu'à Strasbourg, ce qui se passe, c'est que Vieira est un peu traumatisé de son expérience de Palace, vu qu'à Palace, il est venu avec un état d'esprit, voilà, on va jouer au foot, je vais un peu changer l'image de Palace, qui reste l'équipe qui joue dès qu'il est tout derrière et qui jette la balle devant, on laisse courir, nous joue joueur de flanc. Là, maintenant, il a joué au foot, ça n'a pas fonctionné, on l'a mis dehors. Je trouve que d'ailleurs, on l'a viré injustement, mais je pense que la saison passée, vous l'avez entendu. Et là, à Strasbourg, je pense qu'elle est arrivée dans une autre optique où se dire, écoutez, là, en fait, j'ai envie d'avoir des résultats, je joue le résultat. Mais visiblement, le résultat aussi ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il se cherche un peu de ce côté-là. Ouais, tout ça, voilà. On a fait quelques digressions par rapport au début de saison de Serhou Guirassy, mais je pense que c'était quand même important de pouvoir un petit peu parler de ces nouveaux coachs, de cette nouvelle équipe qui est en train de bien se former, qui est en tête du championnat de Bundesliga, donc c'est de pair, avec un joueur comme Serhou Guirassy, qu'on espère en tout cas voir briller encore pendant longtemps et surtout pendant la CAN, en espérant surtout que pendant la CAN ça va pas couper sa dynamique. Donc moi j'espère que ça va vraiment être une continuité et qu'il va aller jusqu'au bout de sa saison en ayant toujours autant de buts. Donc saison prochaine Dortmund. Qui sait, si seulement Dieu le veut, hein, sait-on jamais. Mais c'est vrai qu'en général, quand il y a ce genre de choses là, il y a des petites étapes qui sont passées comme des équipes comme Dortmund.
Donc je pense que pour le sujet de Guirassy, c'est bon. On va maintenant passer à un autre sujet qui nous tient tous à cœur parce que voilà, on aime le football et on aime la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, la semaine dernière, a donc eu un nouvel élu pour 2030. Enfin, j'ai dit un élu, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et c'est ça, je pense, qui pose un petit peu problème. Et en 2034, il n'y a pas encore d'élu, mais l'Arabie Saoudite s'est officiellement présentée pour acquérir les droits de cette Coupe du Monde-là. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? En fait, il faut aller un petit peu dans les arcanes de la FIFA. C'est que, de base, l'Arabie Saoudite voulait présenter sa candidature pour 2030. Mais il faisait face à une énorme concurrence entre le Maroc, le Portugal, l'Espagne. Et ils ne se sentaient pas encore prêts. Et donc, du coup, ils se sont retirés officiellement de 2030. Je pense que ça, on avait tous suivi. Et donc, du coup, ça a laissé le champ libre aux 3 pays organisateurs de pouvoir l'organiser. Ils se sont présentés et donc, du coup, ça a été OK. Et après, comme par hasard, c'est là qu'en 2034, ils se sont positionnés pour pouvoir organiser la Coupe du Monde et on leur a directement donné les droits. Bon, c'est important de dire également que la Coupe du Monde, elle n'appartient pas forcément à une seule entité, c'est-à-dire l'Europe ou bien l'Amérique. Il faut qu'elle voyage un petit peu partout, faire un petit peu le tour du monde pour que tout le monde puisse se sentir vraiment concerné. Et les gens, ils disent, en tout cas, que l'obtention de la Coupe du Monde, peu importe la façon dont c'est fait ces derniers temps, c'est un petit peu de manière assez mafieuse, dans le sens où Gianni Infantino se laisse avoir des deniers de la part des pays puissants ou bien de la part de certains lobbies puissants pour justement attribuer la Coupe du Monde à ces partis-là. On va donner l'exemple de l'Arabie Saoudite qui apparemment, comme le Qatar, a utilisé des manœuvres un petit peu lugubres pour l'avoir. Maintenant, on va d'abord parler de 2030. 2030 a été désigné en faisant une Coupe du Monde. Moi, je trouve ça farfelu, c'est un truc de ouf quand même, de distribuer la Coupe du Monde dans 2 continents différents pour 4 pays, si j'ai bien compris, ou 5 pays, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, la FIFA, faut tout recommencer. Faut commencer à virer des gens parce que pour moi, c'est comme la mafia, la FIFA, au jour d'aujourd'hui. Hein. J'ai pas peur de le dire. Je fais pas une diffamation avec tout ce que vous faites là, au jour d'aujourd'hui. Ça devient grave. Parce que j'arrive pas à concevoir que des matchs d'ouverture se font en Amérique latine. Et puis, vous allez jouer au Maroc, Portugal, Espagne. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Donc, c'est-à-dire que moi, si maintenant j'ai envie d'aller voir les ouvertures, on va dire, si le Congo se qualifie, peut-être, je ne sais pas, si Dieu le veut, mais est-ce qu'il le veut aussi ? Je ne sais pas. Donc, je devrais aller. Oui, est-ce qu'il le veut ? Est-ce qu'on mérite ? Est-ce que je devrais aller au Paraguay ? Mais c'est du grand n'importe quoi. Après, je devrais prendre un billet pour aller en Espagne. Déjà, une Coupe du Monde, ça coûte cher. Ça coûte cher. Déjà, dans un seul pays, c'est déjà compliqué. Maintenant, tu fais ça. Puis tu fais ça dans 3 pays, on va faire comment ? Mais moi, ce que je trouve, c'est qui est très paradoxal dans ces bails, c'est que, gars, tu vas faire des matchs d'ouverture avec des décalages horaires, en fait. C'est incroyable. Ouais, avec des décalages horaires. Même si tu sais qu'il y a des fois, tu fais dans un autre continent, il y a des décalages horaires d'office. C'est pas bien le problème. Mais là, tu vas m'obliger à regarder un match d'ouverture à 3h du matin, et puis le lendemain, je vais regarder un match à 6h, 10h, parce qu'il y avait un match, je serais fatigué parce qu'il y avait un match d'ouverture à 3h du matin. Et puis, ils pensent pas aux joueurs, gars. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Non, c'est vrai. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ouais. Tu dois faire. Et même les fédérations. Parce que pour ton match d'ouverture, techniquement, tu devras te préparer. Préparer aux circonstances du terrain, l'altitude, etc. Le pays en question. Donc, tu vas regarder les infrastructures, les hôtels. Vous allez voyager. Les joueurs seront fatigués. Ils vont revenir et se jouer encore sur un autre continent. Décalage horaire, jet lag. Ça sera au désavantage des 2 équipes qui vont jouer sur un autre continent. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve... Bon, on va pas se mentir, comme Aaron il fait les signes là, c'est all about money. Non, mais le truc c'est que c'est pas nouveau aussi, parce que quand tu regardes, Platini il est condamné, Blatter il est condamné, et c'est eux qui tenaient les... Comment dire... Non, Platini n'a pas été condamné, il a été innocenté. Non, mais non, même il a été traduit en justice. Oui, mais c'est vrai qu'il faut utiliser les bons termes. Faut utiliser les bons termes. C'est vrai. Blatter, la même chose, innocenté. Mais Blatter, il est condamné. Ça, on est d'accord. Moi, je ne maîtrise pas le sujet, donc je préfère pas il a été innocenté. Non, c'est Platini qui a été blanchi, mais Blatter, je pense qu'il avait été jugé un truc qu'il a... Ouais, il n'a plus le droit de... Mais bon, disons que ces choses se passent depuis des années. On n'a pas à dire que
moi, je trouve que c'est pas correct de dire que c'est nouveau ou qu'il y a des pays. Non, parce que ça, non. Parce que ça se passe depuis que le foot existe. Mais je suis d'accord avec vous parce que quand tu penses aux joueurs, aux journalistes, parce qu'il faut repenser à la Coupe du Monde en Russie, où, par exemple, la Belgique, les voyages en Russie, c'est déjà compliqué. Mais laisse tomber pour Paraguay, Argentine, Maroc, c'est pas sérieux parce qu'il faut penser aussi aux qualités de jeu. Parce que déjà, les joueurs, ils jouent trop. Ils jouent trop. Après, il faut voyager pour des distances Improbable. Voilà, c'est pas sérieux, moi En pleine je comprends pas. compétition, c'est ça qu'il faut se dire en plus. Hein. C'est ça, que gars. Ça en, donne pleine, mal à la tête. en pleine compétition, les joueurs vont devoir changer de pays et de continent. Et donc, du coup, de décalage horaire également. Donc, tu es là, tu viens de jouer ton match d'entrée. Je sais pas, moi, tu as joué en Bolivie. Déjà, est-ce qu'il faut prendre en compte que le fait qu'en Bolivie, l'altitude, voilà, exactement. L'altitude n'est pas pareille sur les autres continents. Là-bas, il y a des matchs, souvent, lors des qualifications en Coupe du Monde ou bien Ils prennent des masses la Copa d'oxygène. América, etc. L'Argentine, Ils jouent à une altitude de plus de 5000 mètres. À Sucre ou bien à La Paz, la capitale, etc. Donc, il faut prendre en compte tous ces aspects-là et se dire après, il va voyager du côté du Maroc. Donc, changer le fuseau horaire, ils vont passer de plus 6, ils vont revenir à plus 1. Et donc, du coup, le jet lag, même si tu joues 3-4 jours après, c'est pas bon pour l'organisme. C'est pas bon. Je pense que des fois, il faut aimer l'argent parce que l'argent gère tout. Mais des fois, trop aimer l'argent, ça tue l'argent. Ah ouais, non, mais là, j'ai- c'est ça. Hein. Non, mais j'ai aussi l'impression que la FIFA essaie de faire plaisir à tout le monde. Parce que quand tu regardes par rapport au... Non, à soi-même, bien sûr, mais ils veulent faire plaisir à tout le monde. Parce que quand tu regardes par rapport au passé aussi, faut suivre je sais pas si vous avez déjà vu FIFA Instigate ou Investigate. sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Il faut suivre en fait le déroulement, comment la FIFA procède et comment la FIFA a été créée. Je pense qu'on arrive dans une ère. Moi, je ne parle pas d'argent. Je parle pas. Bien sûr qu'il y en a, mais j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire plaisir à tout le monde. Pourquoi ils veulent faire plaisir à tout le monde? Parce qu'il y a beaucoup de pays, dont le continent africain, dont le continent américain, dont le continent en Asie qui se sont plaints que beaucoup de choses étaient plus attribuées à l'Europe, etc. par rapport à eux. Donc c'est pour ça qu'il y a ces choses-là. Comme ça, tout le monde a sa part du gâteau. C'est pour ça que sûrement en 2034, ce sera encore en Arabie Saoudite. Puis vous allez voir en 2042, sûrement ce sera dans un pays d'Afrique. C'est sûr. C'est déjà programmé en fait. Mais est-ce qu'on a déjà eu une Coupe du Monde en Asie? Oui, Corée-Japon. Corée-Japon en 2002. Corée-Japon. Mais ça va, ça fait le tour, hein, c'est pas mal. Après, le Maroc, je trouve aussi ça va être un bon host parce qu'ils ont les infrastructures pour. Ouais. Ah, mais oui, clairement. Je pense qu'ils ont mis l'investissement qu'il faut. Et comme on va pratiquement, le Portugal et l'Espagne, c'est des pays voisins. Donc ça va être cool. Ça va être cool et ça va être bien pour le Maroc. Ça va être 2028, ils ont la CAN aussi, je pense. Le Maroc. Ils ont eu la CAN également. C'est vrai le sport marocain, le football marocain est vraiment en pleine expansion en ce moment. Ça fonctionne vraiment bien. En fait, ils ont une vision. Tout part à chaque fois d'une vision. Surtout le président de la fédération, plus le roi du Maroc, Fawzi Lerja, et plus Mohamed Ça aussi VI. fait avec l'accent. Ah, mon gars. Ils international. ils jouent des rôles. Mais bon, bref. Ah oui, mais oui. Non, mais c'est pour dire que vraiment, ils ont une vision et que cette vision, elle est en train de porter ses fruits au niveau des infrastructures, au niveau de l'équipe nationale, au niveau des joueurs même qu'ils ont formés justement avec ces infrastructures-là, que ce soit l'Académie royale Mohamed VI. Donc, vraiment, tout part d'une vision. Et quand tout le monde va dans la même direction, il ne peut y avoir que de bons résultats. Ça, c'est des choses vraiment que j'aimerais vraiment qu'un pays comme le Congo puisse prendre exemple. Talabaninga, comme on dit chez nous, putain. Les gens là-bas, ils sont en train de faire des choses incroyables et toi, tu es toujours là en train de regarder, en train de bricoler, en essayant à chaque fois d'avoir des joueurs comme Wan-Bissaka qui peinent à venir encore en sélection nationale parce qu'on court derrière lui, parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'infrastructure chez nous. Est-ce que c'est normal ça? Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Parce qu'il y a d'autres projets, par exemple, au Sénégal, moi j'aime bien, c'est qu'il y a Génération Foot. Ça fonctionne trop bien parce qu'ils ont un partenariat avec Metz. Avec Metz. Des joueurs incroyables sont sortis de tout ce cheminement-là, tu vois, dont Sadio Mané, par exemple, si ce n'est que pour le citer lui. Même il y a des choses voilà, qui sont mises en place. À l'époque, je me rappelle, il y avait l'académie JMJ, Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou aussi, qui en Côte d'Ivoire. Donc voilà, pourquoi maintenant la plupart des pays à renommée comme le Congo ou bien
ou bien j'ai envie de dire même le Congo à côté, voire l'Afrique du Sud. Pourquoi il n'y a pas cet engouement autour du sport, et surtout autour du football, pour pouvoir développer tout ça? C'est une question de vision et d'envie. Et puis d'un autre côté, moi je trouve que, bon, pour pas rester sur le thème congolais, c'est un autre contexte. Et puis c'est qui est un peu triste, on est beaucoup, on est un grand pays d'Afrique aussi. Et moi je trouve pas normal qu'on n'ait pas encore eu de grandes stars internationales. Ok, on peut dire qu'on a nos joueurs de la diaspora, des Lukaku, des compagnies, mais en vrai, ça compte pas vraiment. Quand tu regardes les Ivoiriens, les Yaya Touré, ils ont eu des Kolo Touré, des Gervinho, c'est des grandes stars. Nous, on n'a pas encore eu de grandes stars internationales ou qui, au niveau CL, qui arrivent au Sénégal. Vous avez Sadio Mané. Avant, à l'époque, vous aviez des grands joueurs, des Habiba et tout. C'est des références. Kalidou Fadiga. Fadiga. Nous, Après, ça veut rien dire. Hein. Regarde la Chine. Regarde l'Inde, c'est des grands pays, c'est la même chose, c'est comparable. Mais c'est une vision, c'est que je parle de, oui, moi je parle vision, de vision, voilà, vision footballistique. Vision footballistique, faut se dire la vérité. Est-ce qu'il y a l'envie? Je ne pense pas. Mais c'est pas des pays de foot aussi, l'Inde. Oui, c'est vrai, mais au Congo, est-ce qu'il y a l'envie? Je pense pas. Est-ce qu'il y a l'argent? Il y a, mais est-ce qu'on veut dépenser pour ça? Non. Ouais. Non, parce que déjà le Congo c'est trop grand. Donc, imaginons, tu veux commencer un projet comme ça, de jeunes. Tu vas les mettre où? Soit à Kin ou à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est combien de kilomètres? C'est 1200. C'est ici jusqu'en Italie peut-être? Non, jusqu'ici. Moi, je te dis qu'il y a juste besoin d'un moment de ferveur. Parce que chez nous, ça a commencé avec la génération 2002. C'est là que les académies de Djamba, Génération Foot... Ça part toujours de quelque chose. Voilà, donc on est 20 ans après. C'est que maintenant qu'on prend nos premières cannes et que c'est maintenant que la fédération s'est un peu développée comme une fédération correcte. Et ça prend du temps. Il y a aussi besoin... Tu as besoin d'exemples et d'un moment charnière qui change tout et qui inspire. Donc je pense que dès le moment où il y aura un autre trophée ou une génération congolaise qui fera... Il fait la Coupe du Monde. Coupe du Monde parce que la génération 2002, ils ont joué la CAN, la finale, et ils ont fait les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et c'est parce que quand tu demandes à Sadio, par exemple, pourquoi tu veux jouer au foot, c'était parce qu'il voulait se venger de cette finale perdue, toutes ces frustrations cumulées pendant les années, parce que le Sénégal a toujours été une grande nation de foot, mais on n'avait pas de coupe. Donc c'était ça qui motivait les autres. Et dès qu'on a gagné cette coupe-là, tu as vu que les U17, les U20, les U20, les U23, ils ont un peu déconné, mais pour le reste, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et le Maroc, idem, parce qu'ils ont eu leur parcours à la Coupe du Monde. Et là, ça a tout ça débloqué. Voilà, c'est un travail de longue date. En plus, le Maroc, là, comme c'est vraiment un pays qui est dans pleine expansion, il y a plein de tournois aussi pour les jeunes, etc. Donc, non, ça va suivre son cours en vérité. Ouais. Et pour moi, le Maroc va vraiment dominer pendant un certain moment. Il ne faudra même pas être étonné parce qu'ils ont mis les choses en place pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, maintenant, ils ont la référence de se dire ah ouais, les aînés là, ils ont fait des demi-finales de Coupe du Monde. On doit faire mieux. Et ils avaient battu des grandes nations. C'est pas comme s'ils avaient fait un petit parcours. Parce que maintenant, tout le monde a cette idée-là que pourquoi pas nous. Tu vois, ça inspire. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment inspirant d'avoir ce genre d'exemple-là et que c'est mérité. Donc pour en revenir au sujet de la Coupe du Monde, c'est mérité qu'ils aient l'attribution de la Coupe du Monde plus la CAN et qu'ils puissent co-organiser ça avec l'Espagne et le Portugal. Et j'espère qu'on aura quand même un match de phase finale quand même là-bas du dernier carré, tu vois. Ce serait dommage qu'ils nous fassent le bail où ils mettent quelques matchs de groupe là-bas et puis tous jouent au Portugal et en Espagne. On verra bien. Moi, j'ai confiance en... Parce qu'eux, ils ont montré que niveau organisation et tout, ils sont très forts. Donc, j'y crois. Et niveau spectateurs et ambiance aussi, c'est hyper... Ils ont un des meilleurs supporters au monde là-bas, à Wydad, tout ça. Parmi les meilleurs, c'est vrai. Benny qui était passé chez nous, on avait parlé. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont donné la CAN aussi au Maroc pour test aux yeux de la FIFA pour voir, ok, on va voir maintenant comment vous gérez une compétition. Je pense que eux, c'est 2026. Et que 2028, ça sera Tanzanie, etc. Ok, oui, c'est possible, fort probable. Donc voilà pour la Coupe du Monde. Je pense que voilà, on a fait le tour, en espérant peut-être que le Maroc va également construire comme l'Algérie de gros stades, parce que l'Algérie a également construit des gros stades, parce qu'il y avait une petite friction entre les deux justement. Oui, il y avait la CHAN là-bas il y a quelques mois. Exactement. Et ils ont construit des très beaux stades. Il y a le stade de Tizi Oran aussi, Alger qui est construit. Mais je suis sûr que le Maroc va pouvoir également faire de bonnes choses d'ici la Coupe du Monde. Ils ont le temps, en 2030. C'est dans... Surtout quand il y a la CAN avant. Exact. Dans 6 ans et quelques mois là, donc il y a le temps.
Donc voilà pour le sujet de la Coupe du Monde, je pense qu'on est complet à ce niveau-là. Tout à fait. Et là, j'ai envie de parler d'un sujet par contre qui me tient à cœur et qui me fait mal un petit peu parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et que je vois vraiment périr, que je suis en train de le voir vraiment perdre ses moyens et qui ne redeviendra peut-être même plus l'homme qu'il a été, qui nous a tant fait émerveiller. J'ai envie de parler qu'une autre personne que de Paul Pogba, la pioche Paul Pogba, Kouloukou. Bah, Paul Pogba, les gars. Que dire? J'ai déconné. Non, Que dire? non, Paul Pogba, je pense que c'est pas seulement lui le problème. J'ai envie de faire passer un message, je pense que l'entourage. Oh là là. L'entourage, non, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, l'entourage dans le monde du football et surtout de nous des minorités, donc je parle, on va dire peut-être chez les Latinos, chez les Africains, etc., ça détruit des carrières énormément et c'est toujours répétitif. Quand tu regardes les histoires de doping, quand tu regardes même les histoires de marabout qu'il a eu, c'est toujours vers les mêmes périodes. En 2020, je ne sais pas qui l'a conseillé, je ne sais pas quel ami il fréquentait, mais tu vois que l'entourage a vraiment un impact négatif. Soit c'est un impact positif sur la personne, soit c'est un impact négatif sur la personne. Et je pense que les jeunes footballeurs qui me regardent ou ceux qui sont déjà pros, quand vous arrivez à un certain statut, vous êtes à un certain niveau, il y a des personnes que vous ne pouvez plus fréquenter. C'est comme ça le business. Quand tu es millionnaire, tu traînes avec des millionnaires. Et c'est comme ça que tu dois réfléchir. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu as grandi, qui sont toujours dans certaines conditions, qui ne peuvent pas te conseiller, ou qui auront la haine envers toi, ou qui vont t'envier. Donc toi, maintenant, il faut commencer à te mettre la tête sur les épaules. Je suis devenu comme ça, je dois bien m'entourer. Parce que c'est ce que Paul Pogba est en train de le détruire. Moi, ça me fait pitié. Parce que comment tu peux t'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, Paul Pogba va recevoir un salaire de 2000 2000, il y a des gens ici dans cette pièce, ils gagnent plus que Paul Pogba. Après, j'ai oublié de le préciser, hein, Paul Pogba risque une suspension de 3-4 ans parce qu'il a été contrôlé positif à la testostérone qui est jugé comme étant un produit dopant. Donc du coup, il a fait le premier test, c'était positif. Il a fait un second test là, apparemment c'est également positif. Donc du coup, après ce test-là, il va encore faire un troisième. Voilà, il va faire un troisième et si c'est encore une fois positif, ben là franchement, il a 3 ans. Et il faut pas oublier que ça fait quoi, 2 saisons qu'il joue plus régulièrement. Deux saisons qu'il ne joue plus régulièrement. En plus les blessures, plus ce qui s'est passé comme Aaron a très bien précisé, avec son entourage, avec son frère, avec le maraboutisme. Bon, ça c'est une question de Boumara, c'est son problème. Mais voilà, Paul Pogba, c'est quoi finalement? Il brise. Moi je trouve. C'est dommage, il brise un rêve en fait. Tu vois, Polo, à un moment donné, on s'est dit, c'est notre nouvelle référence en tant que joueur africain de la diaspora. Il est venu avec ses teintures bizarres, ses crêtes. Il venait à milieu de terrain tout technique, puissant. Et il était marrant. Tu vois, il avait joué avec le sourire. C'était un plaisir de voir jouer Pogba, tu vois. Et jamais on aurait pu imaginer. Et même sa personne aussi. Une élégance. Tu vois, quand il toque à l'euro. Tu vois, genre, il passait en interview, ça te donnait envie de le suivre et d'être fan de lui, tu vois. Et bon, après son move de la Juve à Manchester était un peu pourri. Je pense aussi, comme Aaron a dit, il a été mal conseillé. Et le voir encore subir des blessures et puis tomber dans des histoires un peu farfelu. Farfelu. Je pense que c'est un enchaînement de choses, tu sais. C'est ça. Je pense que quand, déjà mentalement, t'es pas bien, tu rentres dans un problème et t'es pas bien entouré, tu t'enchaînes les problèmes. Les problèmes te suivent, en fait. Un problème, on appelle un autre. Et puis, comme Aaron a dit, c'est un enchaînement de choses. Moi, ce qui m'a choqué, c'est l'interview de la maman, là. Je sais pas si t'as vu l'interview de sa maman qui était passée 7 à 8. sur 7 à 8, qui explique Paul m'avait donné en tant que chauffeur un ami à lui et tout, il dormait chez nous à la maison, il mangeait, je faisais tout pour lui, et puis il est venu, il m'a menacé avec une arme, quelqu'un que je menais chez quelqu'un avec qui j'avais confiance, en qui j'avais confiance et tout, et tu te dis, si maintenant ces choses-là arrivent, parce que je suppose que cette histoire-là Kanté a eu le même truc apparemment. Mais quand tu t'entends ce genre d'histoire, bon, ça passe à la télé, mais on peut supposer que ça s'est passé pendant un moment où Pogba peut-être il se blessait tout le temps. On sait pas, frère. C'est ça. Tu sais que peut-être ta daronne, elle est dans des circonstances pareilles. Dans ta tête, ça joue. Tu penses, c'est pour ça que j'ai dit toujours chez les minorités. Tu penses pourquoi les Latinos, par exemple les Brésiliens, ils sont toujours avec leurs amis dans la maison 10, 15. En fait, c'est un truc, c'est compliqué,
il faut se dire la vérité, c'est compliqué. Tu viens d'un milieu social très pauvre, tu as grandi avec des gens là, par peur. Hein, parce qu'il y a beaucoup de footballeurs que, c'est vrai, ils ont peur. Ils sont obligés de s'entourer de ces gens-là. Parce que maman vit toujours là-bas, tu vois. Où il y a certaines, il y a un cousin qui habite là-bas, il y a un petit frère qui va là-bas à l'école pour pas avoir des représailles, pour avoir des trucs. Parce que c'est comme moi j'ai dit, c'est la même chose aux États-Unis. C'est des gens qui ont faim. Le boug, il a rien. Il vend de la drogue, frère. Il a rien. Si toi, tu le nourris plus, parce que ça a commencé de là. Si toi, tu ne nourris plus la personne là, tu crois qu'il s'en fout? Il s'en fout de sa daronne. Il a pas d'empathie. Lui, il n'a pas d'intérêt. Si toi, tu nourris plus sa daronne, il va venir chez toi. Et c'est des situations, c'est compliqué, tu vois. Et je pense que, comme tu as dit, c'est un enchaînement de choses. Mais malheureusement, les plus jeunes qui n'ont pas vraiment connu Paul Pogba, c'est un peu une fin comme hasard, tu vois. Ils auront une mauvaise image de lui. Ouais. Ils auront une mauvaise image de lui. Et nous, maintenant, l'image qu'on a de Paul Pogba, c'est lointain. Ça date de 2018, 2016, 2015. Moi, le dernier truc, gros fait d'armes de Paul Pogba que j'ai en tête, c'est le but qu'il marque contre la Suisse. Qui fait la célébration, etc. Et certains disent qu'apparemment, c'est à partir de ce moment-là que sa chute a commencé. Mais après, il a trop provoqué. Mais après son il a eu but, le karma. après son but, il a c'est lui qui a fait l'erreur. Il a fait une erreur. Hein. Il a raté la qualification. Voilà. Déjà, par exemple. Et ça, c'est des trucs aussi qui manquaient à son jeu. Je pense que si il avait continué à jouer, qu'il allait effacer de son jeu. Parce qu'il avait trop ses coups de génie. Et il avait ces moments de déconcentration là. Mais je pense qu'à ce moment-là, dans l'Euro, il a été très critiqué. Je pense qu'il a marqué, il s'est dit, tenez, voilà. Je pense que ça a joué dans sa tête. Mais moi, j'essaie de garder une image positive parce que malgré tous ces fresques-là, il a réussi à nous montrer son talent. Jusqu'à une certaine... Pas entièrement, mais il a réussi à gagner une Coupe du Monde, par exemple. Ouais. Il a été champion d'Italie. Ouais. Il a été champion du monde U20. Donc, il a gagné l'Europa League. Voilà, moi, j'essaie de garder cette côté-là. Parce que c'est hyper triste de le voir finir comme ça, mais... C'est ça en fait, parce qu'on a un certain goût d'inachevé avec Pogba. Ouais, voilà, dans le sens où tu sais qu'il y avait un ballon d'or en lui. Il y avait un potentiel ballon d'or en lui. Il y avait encore des titres, des trophées, des buts exceptionnels à voir de lui encore. Parce que faut se dire, hein, Paul Pogba, il est arrivé avec sa personnalité hyper jeune, avec les fracas qu'il a eu, les 2 grosses frappes qu'il a eu avec la Juventus de Turin, qu'il a vraiment explosé aux yeux du monde. C'est ça qui a marqué Paul Pogba. Donc je dis qu'il y a un certain goût d'inachevé et que c'était vraiment une pièce maîtresse, par exemple, de l'équipe de France de Didier Deschamps, et qu'un joueur comme ça se remplace pas du jour au lendemain. Ce tandem-là avec Kanté, par exemple. C'était un duo injouable, frère. C'était un duo injouable. Ces deux-là, c'était l'autre, il est technique, il distribue, il sait se projeter. Kanté, rien passe, il est partout. Non, gars, ça faisait plaisir à voir. Non, ça faisait plaisir. Mais après, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans 10 ans, vous allez mettre Pogba dans la liste de la légende, dans la liste de légendes du foot français, oui ou non? Légende du foot français, oui. Oui, il a légende du du monde. foot français, oui. Il a une Coupe du Monde et je pense que son impact en équipe nationale de France est mémorable. Ouais. On peut dire tout ce qu'on veut. Je pense qu'à aucun moment, il a toujours été leader. Il est arrivé jeune et en fait, il est arrivé comme prince et il est parti comme roi. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il aurait même eu le potentiel d'être capitaine des Bleus, tu vois, s'il n'y avait pas tous ces trucs-là. C'est celui qui poussait la gueulante lors des discussions et lors des... Donc pour moi, il a laissé une bonne image en France et c'est une légende des Bleus. Hein. Si au jour d'aujourd'hui, des Willy Sagnol sont des légendes de l'équipe nationale de France, lui aussi, il est. Respecte Willy Sagnol. Je respecte, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Tu vois, tu as dit ça pour mal parler. Non, c'est un choisis exemple. quelqu'un d'autre. C'est un exemple. Si lui, il est, pourquoi pas Paul Pogba, tu vois, juste pour dire que c'est des joueurs... C'est que t'as... Non. Dis quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas... Non, tu veux dire que je dis Mexès? Mexès, c'est pas une légende, frère. Non, mais pas Mexès. Non. Mais de cette génération-là. De cette génération. De 98. Non, même pas. Après, on va peut-être un autre. Non, compare maintenant, parce que tu dis Pogba restera une légende. Maintenant, tu peux le comparer à quelle légende maintenant que tu de France avant sa génération. Qu'on doute que c'est une légende de foot France. Bon, laissez-moi réfléchir. Faut que réfléchis, moi je comprends pas. Moi, je veux dire juste qu'il a commencé tôt. Il finit à 30 ans, 31 ans. C'est un 92, 30 ans. Ouais, 31 donc 30 ans. Je pense que quand tu convertis la durée de sa carrière, c'est une carrière complète. Quasiment. Donc, ça compense. Ok, on n'a pas vu assez, mais après, il a eu à montrer son talent et son étouffe. Donc, je pense que... 31 ans, c'est l'âge du prime, gars. Ouais, mais il commence hyper tôt aussi. Donc, je pense que
Moi-même, je suis triste, hein, mais j'essaie juste de trouver le positif dans le tout. Donc, Ah, il faut forcément, ouais, non, avec Pogba, vaut mieux garder les bons souvenirs. Parce Voilà. qu'il nous a quand même donné beaucoup de bons souvenirs. idem Que avec ce Hazard, soit- par exemple. Idem avec Hazard. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va toujours jouer. Moi, je suis ou s'il va triste, plus hein. jouer. Il va apparaître, comme tu parles d'Hazard, il va apparaître dans le Variété Club de France. Ok. Où est-ce que les anciens joueurs, en général, ils aiment bien se retrouver avec les anciennes gloires françaises. Oui, j'ai Ils vu. La fin aiment du bien mois, se je pense. retrouver. Pardon À la fin du mois, je pense. Exactement, ouais. Ils vont se retrouver ensemble. Mais le ils jour vont jouer. où il va annoncer sa retraite, ben, Matanga, je vais pleurer. Mais je peux rien. moi, je pense que en faisant ce genre de truc, il a déjà annoncé, tu vois. Ça se voyait que Ça me fait mal, je vais pas y ça se penser. voyait que quand il a cassé son contrat avec le Real, le gars s'est dit hey, je joue depuis que j'ai 16 ans, je suis à l'équipe première depuis que j'ai 15 ans et demi. Mais tu sais que J'ai jamais parfois- aimé ce truc, vous voulez que je m'entraîne, je m'en C'est ça. fous, gars. Laissez-moi tranquille, j'ai mon argent, je vais profiter de mes 4 enfants là où. Mais tu sais que parfois, on ne se rend pas compte de la charge mentale que c'est que de Ouais. jouer professionnellement Oui, à très haut niveau depuis tes 15 ans jusqu'à tes 30 ans, voire 35 ans. C'est incroyable parce que tu as la pression en fait tous les Mais week-ends. Pogba, il a eu ça. Tous les week-ends, tu as ça. Donc du coup, si tu n'es pas fort mentalement ou bien tu n'es pas quelqu'un qui aime pour autant vraiment ça, comme tu l'as très bien dit avec Hazard, ben, c'est pas facile non plus de faire semblant Ouais, pendant ouais, toutes ces années-là. tout à fait. Et là, vraiment, là, on sent en vérité peut-être que Hazard, comme il est là, il se sent vraiment tranquille. En vrai. Il est dit, heureux, ouais. Je vais vraiment profiter de ma vie Ouais, maintenant. J'ai ouais. des enfants, j'ai des dineros. Je vais faire quoi d'autre de ma vie à part voyager, jouer au foot, regarder du foot. Ouais. Maintenant, il va vraiment regarder, prendre Ouais. le plaisir de regarder le foot. parce S'il que aime même avant, regarder. s'il aime même regarder, on sait même pas. Ouais. Peut-être qu'il a envie de jouer juste à sa PlayStation et Ouais. manger ses hamburgers comme il aime manger les hamburgers. Ouais. Donc en vrai, c'est ça. Bah, j'ai vu un truc, en parlant de ça, c'était intéressant. J'ai vu un truc quand son frère qui a signé à Anderlecht, on l'avait un peu filmé son parcours avant qu'il signe et tout. Il était dans la voiture en train de parler du derby de Bruxelles et tout. Et puis il parlait avec Eden. Après il disait ouais Eden, on va jouer contre Union et tout. Ça t'intéresse de venir jouer. Et puis Eden était là en mode ouais non juste un match, ça va juste pour rigoler. Mais t'entends savoir qu'en fait le gars il s'en fout gars. Il est juste content. En plus, c'est pas un mec qui fait semblant. lui. Ouais. Non, il fait pas semblant. Ah non, lui, il fait pas semblant. S'il dit une chose de la manière dont il le dit, avec le ton de la blague, c'est qu'il veut vraiment rigoler. Ouais. Mais quand il te dit ce genre de choses comme ça, bah, malin. Tu vois, on connaît les gens un petit peu qui viennent de Braine-l'Alleud, il dit comment il est, etc. Laxiste parfois, il est ah vas-y, hein, il se dit c'est bon. Il a plus envie. C'est vrai que pour nous, en tant que fans de foot et supporters de foot, et également visionnaires, dans le sens où voilà, on vit autour du foot, c'est dommage de voir un joueur aussi talentueux qu'Eden Hazard qui joue au football. Mais après, si lui, il n'a plus la tête à ça, il faut juste le comprendre. Mais ça se voyait, gars. Je sais pas si tu as vu sa dernière Coupe du Monde où ils sont fait sortir et tout. Après, le gars, quand tu regardes sa tête, quand je regarde sa tête, le gars, il arrivait encore à sourire. Des fois, avec le Real, il se faisait éliminer et tout. De Champions League, le gars, il était souriant. Tu vois que le gars, il vit le foot différemment des gens, en fait. Et j'ai Mais l'impression- après, il y a beaucoup de joueurs. Hein. C'est des joueurs comme Carlos Tevez. C'est des joueurs. Carlos Tevez, il a dit il aime pas le foot. Hein. C'est juste l'argent. Kroos aussi. Ouais, Kroos aussi, il a dit. Il regarde pas le foot. Il Kroos. regarde pas le foot, ça les intéresse pas. C'est juste un métier comme les autres. Et Voilà, lui, c'est un métier. Ouais, Lui, c'est Eden son Hazard, métier. Eden Hazard, il était juste trop fort. Il a fait ses millions. C'est pour ça, en fait, c'est pas un bouc qui se butait au foot, tu Tu sais vois. que je pense que même son idée première, c'était même pas forcément de faire des millions. Ouais. Lui, il voulait juste Prendre du gamer, plaisir. jouer et se dire prendre du plaisir parce que c'est un truc, voilà, il aime. Ouais. Et qu'il savait qu'il était. Tu vois, lui, ça se voit qu'il savait qu'il était fort. Ouais. Il savait qu'il était fort. C'est comme il y avait un match, je me rappelle plus que c'était. Je sais pas si c'était contre Valenciennes à l'époque quand il jouait à Lille encore. Voilà. C'était Valenciennes. Il jouait le championnat. Voilà, Il était jouait le sorti. championnat. Il jouait le championnat. Hein. Ouais. Il jouait pour avoir le titre championnat avec Lille. Je sais pas si c'est Rudy Garcia qui raconte pense l'anecdote. que- oui, ou oui, quoi. je pense bien. Enfin, bref. Et la nuit avant, il a pas dormi ou bien il a très Bourré. peu dormi. Il est était arrivé bourré. bourré. Voilà. Il est arrivé bourré. Voilà, il Il a cassé arrivé tout. bourré, mais il a sorti un classique. Un classique, vraiment. Je me rappelle plus du nom du stade là à Lille, l'ancien stade qui avait pas de toit, là, Ouais, c'était ouais. l'ancien stade. Mais bref, en c'est- tout cas les fans lillois ils s'en C'était rappelleront. terrible à cette époque-là. Donc, Putain, c'était une attaque. Hein. Lui, Moussasso, Gervinho. Non, William Avouba, Radil Rami. Ganagay aussi à l'époque. Oh. Oh, Ghana, j'ai oublié. Gars. Non, Ouais. c'était dingue. Mais Franck Beria. en vrai de vrai, tu vois, il y a Dieu, des fois, il donne des talents à des gens. Mais Hazard, frère, le gars était trop fort, gars. Ouais. Il était trop fort. T'imagines, le gars, il devait pas s'entraîner, rien. Il vient les week-ends, il fracasse des darons Ouais, à l'instinct, gars. Ouais, non, Ouais, c'est comme Neymar. Hein. Et À le fait l'instant. que son dernier bon match était en 2018 et qu'on est en 2023 et on est toujours aussi content de parler de lui,
ça C'est en dit significatif. long. C'est Ça en dit long. significatif, c'est significatif. Et je pense que nous, on est égoïste en tant que supporters parce qu'on aime bien le voir jouer. Mais quand on repense au... Je pense qu'il y avait Dries Mertens qui en parlait il y a quelques temps qu'il voulait avoir des enfants et tout. Qu'en tant que joueur, il passe d'hôtel à hôtel. Il n'y a pas vraiment tant de temps en famille et tout. Faut essayer de se placer dans la peau du joueur aussi et de comprendre un peu. Non, moi je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Et c'est vrai que après de se dire de ne plus voir un joueur du talent d'Eden Hazard, ça va être un petit peu difficile parce que c'était l'un des derniers magiciens qui existait dans le monde du football. Ouais. hein. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Tous les magiciens s'éteignent. Ouais, tous les Aujourd'hui, magiciens sont en train de s'éteindre, les ultimo 10, comme on dit en espagnol, parce que on est en train de perdre Neymar également. Et donc du coup il restera qui? Jamal Musiala, Pedri. Non. Tu vois, C'est pas le même tout glamour. voilà, c'est c'est pas- plus- c'est pas- Même c'est pas plus- Vinicius, c'est- pas un c'est- magicien. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc du coup, c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle époque qui commence. Et nous, les joueurs avec qui on a grandi, on a kiffé regarder, malheureusement, ils sont en train de s'éteindre. Mais, comme tu l'as dit, cher, faut pas être égoïste et il faut seulement accepter. C'est vrai. Mais j'ai vu une vidéo sur TikTok, le gars, je pense que c'est un anglais, il buzz en ce moment, où il fait des vidéos en fait de positionnement de joueurs, tu vois, et il compare les époques. Et il regardait, il mettait par exemple wingers back in the days, wingers now. Et gars, tu dis, il fait une vidéo quand il monte les wingers now, tu vois qu'il reçoit le ballon, il remet en une touche, il fait des appels. Après, quand il fait wingers back in the days, il prend la balle, il fait des passements de jambes, il dribble et tout. Et puis tu te dis, en vérité, c'est vrai, gars, il n'y a plus de phénomène. Non. Aujourd'hui, pour voir un passement de jambes, on applaudit. On voit un petit peu, on est en mode wesh. On est en mode wesh. En fait, le football est devenu trop robotique. Ah, c'est ce que Trop j'avais dit, robotique et c'est robotisé. trop en mode wheeler. Chacun doit avoir sa qualité athlétique principalement avant d'être un virtuose et un magicien. Et ça, je pense que c'est dommage que ça s'est perdu parce que franchement, on était émerveillés de se dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient fortes. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment des talents partout. Ouais, Tu pouvais citer Totti à la Roma, tu pouvais citer Adriano à l'Inter, tu pouvais même aller en Espagne, t'allais voir encore de nouveau Xavi avec ses compères, Ouais. tu pouvais aller du côté du Real, t'allais voir Guti, Ouais. par exemple. Ouais. Tu pouvais aller même du côté de Valence, t'allais voir Redondo ou bien... j'oublie son nom. comment Même il s'appelle. Silva est sorti de là. Hein. Voilà, tu vois, des joueurs comme ça, c'est ça, et ça se perd. C'est une ancienne époque. C'est une ancienne époque. C'était une époque où les coachs, ils étaient. Bon, je ne vais pas dire que les coachs aujourd'hui ne respirent pas le foot, mais c'était les coachs un peu plus libres. Tu vois, plus libres, c'est-à-dire dans la philosophie du foot. Et c'était les coachs, ok, les gars, vendredi, vous sortez pas. Samedi, jouez juste à l'entraînement, c'est cela. Aujourd'hui, les coachs, genre, I13, ils se prennent pour Guardiola. Il prend un beamer, il fait une analyse de match à des petits gamins de 13 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu fais comme ça, passe. Non, les joueurs d'aujourd'hui, ils sont... Moi, je l'ai toujours dit, hein, les joueurs d'aujourd'hui... D'ailleurs, j'ai reçu un message d'un... Tu t'imagines? J'ai reçu un message d'un fan de la D1 qui m'a expliqué la situation de son petit frère. Son petit frère, il joue... Bon, je ne vais pas citer le nom du club, il joue en première division, ici. Il me dit, oh, mon petit frère, il n'est plus heureux. Et ta vidéo m'a envie de donner de te parler. Il m'expliquait que son petit frère, en fait, c'est un joueur technique et tout. Il m'envoie des vidéos de son petit frère. Et son petit frère, en salle, il dribble. Et là, il joue en première division. Il dribble. Il dit que son coach l'interdit de jouer, tu vois. L'interdit de dribbler. Il veut juste faire passement de jambes. Et il voit dans le jeu que son petit frère, quand il joue au foot, il est plus épanoui comme avant. Et c'est juste pour te dire que, en plus, le petit, il a 9 ans. Ah ouais. Son coach l'interdit de dribbler à 9 ans. Déjà. T'imagines? Il 8 contre 8. Donc, format déjà, on brille déjà les 8 contre 8, 9 ans. J'ai un choc. 9 ans, c'est pas 8 contre 8, gars. Si, parce qu'il y a eu 10. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a des anciens internationaux qui parlent de ce sujet-là. Il y a un Italien, j'oublie son nom, je pense que. Je ne vais pas essayer, j'oublie son nom. Mais il a dit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont athlètes, mais pas joueurs de foot. Oui, Par exemple, mais avant tout. Il y a Zidane qui racontait que dans le foot d'aujourd'hui, il ne pourrait pas jouer parce qu'il pourrait s'en sortir vis-à-vis son technique et tout. Mais physiquement, il allait souffrir parce que le foot va tellement vite aujourd'hui et il n'y a plus vraiment de foot. Il y a beaucoup de courses, beaucoup de physique et il n'y a plus vraiment cet aspect football, technique, vision de jeu et tout. Ça disparaît petit à petit et il dit que voilà, ce n'est pas des joueurs de foot, c'est des athlètes. Après, c'est dans tous les sports comme ça maintenant. Mais en Ouais, fait, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est que
la technologie a tellement trop avancé, et même dans ce qu'on mange également, on ne se rend pas compte, hein, mais il y a beaucoup plus de protéines et beaucoup plus de produits qui font en sorte que les corps se développent autrement. Donc du coup, ta motricité, ta dynamique, la façon dont tu cours, la façon dont tu es beaucoup plus endurant et tout, fait que c'est le joueur, la caractéristique en soi est vraiment très différente. Et ça fait la différence. Donc, on voit un autre football et un autre sport qui, pour certains, forcément, qui sont nés avec ça et ont baigné avec ça, et peut-être très bien. Parce que voilà, ils sont caractérisés par Mbappé, Haaland, but. Stats. Alors que nous, on était beaucoup plus romantique, beaucoup plus poétique à la base de Riquelme, Zidane, Ronaldinho, Rivaldo, Romario. Enfin, pour les plus vieux. Tu vois, en fait, là, on risquerait même de faire une émission entière par rapport à ça, mais je pense que malheureusement, on doit couper parce qu'on va passer au sujet suivant. Juste un bail avant qu'on passe au sujet. J'ai boulé. En regardant le foot d'aujourd'hui, les gars, vous pensez que j'ai boulé que je me suis dit, en fait, tu vois, un joueur comme Ronaldinho, tu sais qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je dis, il y a des entraîneurs fous qui l'auraient mis sur le banc. Bien sûr. C'est possible. Les entraîneurs qui suivent Guardiola, frère. Parce que Ronaldinho, c'est pas un joueur à stats. Voilà, c'est ça. C'est un joueur plutôt d'abord spectaculaire. Je t'en prie. Vu qu'un joueur comme Ronaldinho peut tomber sur le banc, est-ce que ça veut dire que Neymar est beaucoup plus fort que Ronaldinho, vu qu'il fait quadruple dans le foot d'aujourd'hui? C'est ce qu'on dit là, parce que c'est juste que la vision et le but du foot a changé. C'est ça qui a changé. Parce que je pense que Neymar, s'il aurait joué autant de Ronaldinho, il aurait été plus heureux, plus épanoui que maintenant. C'est juste que l'enjeu a changé. Les stats sont devenus très, très, très importants et qu'il n'y a plus cet aspect où le plaisir que tu apportes ou que la vision que tu apportes, la vista, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le résultat. Déjà à l'époque, pour couper court à ton argument qui ne tient pas la route. Fallait pas dire ça, frère. C'est une dinguerie. Là, on va parler 20 minutes. Non, frère. Venez me chercher. J'ai envie de dire qu'il conclut. Parce qu'après, on doit passer au sujet suivant. Non, parce qu'il faut arrêter ces blasphèmes, gars. Gars, Ronaldinho, déjà, il a pris toutes les coupes qu'il pouvait prendre et il les a prises. Et de deux, gars, c'est Ronaldinho, quoi. Pour clôturer, sans Ronaldinho, il n'y a pas de Neymar. Ça, c'est la conclusion. Voilà. C'est la conclusion. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin parce que sinon, on va vraiment déborder par rapport à ce sujet-là. Et je trouve qu'il faut quand même parler du gros match qu'il y a eu hier. Bon, ça dépend quand est-ce que vous regardez cet épisode-là, mais il y a eu un gros match en Angleterre, en Première Ligue, entre Arsenal et Manchester City. Un grand match uniquement par le nom. Hein. C'est vrai que j'ai préféré même qu'on passe beaucoup plus de temps dans le sujet qu'on vient de dérouler plutôt que dans ce match-là parce que qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre à part que le Arsenal a gagné le match? C'est ça qu'on dit, le foot d'aujourd'hui, c'est hyper... C'est les enjeux aussi, il y a un enjeu financier, réputation et tout, mais ça rend le foot ennuyeux parce que personne ne prend de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, voilà. Je sais pas, moi, je ne sais pas si vous avez vu le match. Le match, tu sentais vraiment que, bon, il y avait de la pression et tout, ce qui est tout à fait normal. Arsenal n'avait plus gagné face à Manchester City depuis 12 matchs. Ouais. Donc Arsenal a toujours perdu en Première Ligue face à, même en Cup. En Cup, comme Shield, ils ont gagné, c'est pour ça que je pense que c'est là le clic mental. Exactement. Mais parce que moi, je parle pas de Community Shield, mais de la Cup qu'il y a eu. Et... On a vu un match tactique, certes, mais franchement, je me suis ennuyé devant le match. Quoi. Il y avait un autre match qui se jouait en même temps. Il y avait le Real qui était pas très loin. Il y avait Lille-Lens qui se jouait également. Et je pense qu'il y avait encore un autre match, un gros match qui se jouait du côté de... C'était où ça? Bon, je me rappelle plus exactement. Bruges-Standard. Bruges-Standard. J'ai préféré même parfois zapper pour pouvoir... Parce que franchement, je m'ennuyais. Après, au niveau tactique, c'est bon, on a compris que les deux entraîneurs-là, ils se recopiaient, ils font les mêmes choses, ils sont dans la même dynamique et tout. Mais au-delà du résultat, en plus, le tir du but de Martinelli, c'est contré et ça rentre après dans les buts. Donc c'était un match franchement hasardeux de A à Z. Honnêtement, moi, quand il y a des grosses affiches, j'ai pas trop d'attention, d'envie de regarder parce que je me dis toujours que ça va finir en match nul, 0-0, 1-1, parce qu'il n'y aura personne qui va vouloir prendre l'initiative pour prendre des risques. Parce que normalement, dans le foot, tu joues à domicile, tu veux dominer l'autre. Ouais.
Mais comme que c'est l'affiche attendue par tout le monde, tu préfères jouer le match nul que de gagner. Et ça, c'est dommage parce que combien de fois on voit des grosses affiches et ça finit en 1-0-0 ? Combien de fois ? Mais après, moi, je trouve pas ça mauvais, tu sais. Moi, je trouve pas ça mauvais. À l'époque, frère, c'est pour ça que les Real perdaient 5-0 face au Barça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais frère, moi, je Non, mais Aaron, il faut aussi penser au fait que le football, c'est aussi un spectacle. C'est une Oui, fête. mais frérot, c'est City, Arsenal. Arsenal se fait grailler. C'est comme moi tout à l'heure. J'ai joué à la play face à Arsène. Arsène, à l'époque, il me mettait des 5-0, des 3-0, des 4-0, il me faisait humilier. Mais demande à Arsène comment j'ai joué le match. Demande-le, il va te dire. J'ai donné des centres latéraux, j'ai fait des passes en arrière. Pourquoi? Pour essayer d'encaisser moins de goals. Au final, limiter la casse. Limiter la casse. Au final, c'était 3-2. 3-2 après prolongation. Tu vois ce que je veux dire? Après prolongation. 3-2. Mais c'est comme ça le football d'aujourd'hui. La victoire, c'est bien d'avoir le beau jeu. Mais moi, je peux comprendre Arsenal. Ils sont dans une lancée, où ils sont dans les lancées, où ils sont positivement, ils sont bien installés dans le championnat. C'est un match de référence. Pourquoi reproduire les mêmes erreurs que du passé, en jouant le jeu là, libertin, aller vers l'avant? Non, des fois, c'est bien de jouer tactiquement et de prendre ces 3 points. Moi, en tant que coach, il faut des fois réfléchir comme ça. Les spectacles, c'est bien. Mais au final, ce qu'on veut, c'est gagner, les gars. Moi, je veux dire la vérité, le Real, la dernière fois que j'ai vu le Real jouer du beau jeu, ça date de quand? Ça date de quand? Ah, le Real est très pragmatique. Hein. Très pragmatique. Qui a regardé un match du Real? Personne. Même moi, des fois, je baille, frère. C'est des matchs, tu peux t'endormir. Mais le but, c'est de gagner, on gagne. C'est ça le foot. Ouais. C'est ça, et c'est ce pragmatisme aussi qui a montré un peu la maturité d'Arteta aussi. Parce qu'ils mettent un goal, on va pas dire de nulle part, quand même de nulle part, à la 86e, et City n'est pas revenu. C'est qu'ils montrent qu'Arsenal, quand même, qu'il y a certaines personnes qui disaient qu'ils étaient malades, ont quand même montré du caractère, même si le spectacle n'était pas au rendez-vous. Je pense que pour moi, c'était un beau match. Parce que j'ai vu quand même une certaine discipline tactique du côté d'Arsenal, des joueurs qui ont réussi à arriver au niveau des cadres de City et qui ont tenu tête et qui a finalement fait que City a gagné. Et puis je pense que City avait un atout majeur de leur jeu qui n'était pas là, Rodri. Sans Rodri, City aussi n'est plus le même. Et je tiens à préciser, ils ont tiré seulement une fois en deuxième mi-temps, City. Ça, c'est une stat vraiment qu'on n'a pas. Pas zéro tir. Et c'est pas un tir cadré. On n'a pas l'habitude de voir de City, et surtout qu'ils se font 2 défaites de suite en championnat. C'est Parce qu'ils ont gagné entre-temps à Leipzig. Ils ont gagné, on a vu le greedy de notre cher Doku. Mais là, voir City perdre 2 fois d'affilée comme ça en championnat, c'est même rare, c'est même impressionnant de se dire ils sont humains en fait. Ils perdent aussi. Non, mais c'est aussi à saluer Arteta parce que je pense que c'est l'exemple parfait du coach qui reçoit du temps et de la confiance. Parce que quand tu regardes, depuis son arrivée, il y a une croissance qui est visible. Clairement. Il arrive, il prend une coupe, chaque année il avance. Donc, c'est aussi pour montrer aux autres clubs que voilà, c'est pas toujours dans la rapidité qu'il faut travailler. Il faut aussi regarder sur le long terme. Sur le long terme et laisser les gens travailler et donner aussi cette confiance-là au coach. Oui, mais tu peux faire ça à Arsenal. Ouais, c'est que j'allais dire. Ça dépend du statut du club. Ça dépend du statut du club. À Tottenham, tu peux faire aussi ça. Mais parce que, par exemple, si on prend, juste pour te couper, si on prend l'exemple de ce qui se passe à Chelsea, tu peux pas faire ça. Le truc, au Barça, tu peux pas faire ça. Non, mais le truc, c'est qu'aussi que Arsenal galère depuis 20 ans. Donc, il y a un moment donné, quand tu galères déjà 15, 20 ans, tu te dis, OK, vas-y, on va bâtir à zéro. Donc, quand les problèmes ne sont pas aussi longs, parce que c'est 2-3 ans, c'est pas assez pour tout chambouler, pour tout recommencer. Donc, mais c'est dommage aussi qu'il faut en arriver là pour qu'on arrive à prendre cette décision de recommencer à zéro. Moi, je trouve que des fois, parce que le foot, c'est le cycle. On ne peut pas construire sur une même base à jamais. Non, ça, non. Après, waouh. Au Bangui Singa, Une entrée remarquable. Non, mais après, je pense que le Real, il reste toujours sur les mêmes fondamentaux. Non, mais le Real, c'est une équipe à part. Oui, c'est vrai. Mais le fait que tu dis que Arteta, on lui a donné du temps, comme ils ont dit, Barça, hors des questions. Moi, Real de Madrid, tu fais 5 mauvais matchs, je pète un plomb. Chelsea, la même chose. Juventus, la même chose. En fait, il y a des clubs que tu peux pas laisser ce temps-là. C'est des clubs qui ont l'habitude de gagner. Arsenal, c'est pas un club qui a l'habitude de gagner. En plus, et tu vois, tu finis. Ouais, vas-y. Non, mais c'est vrai. Ce que je kiffe pas, c'est que maintenant, les entraîneurs de
ou bien les supporters qui défendent les entraîneurs qui font du mauvais travail se disent regardez maintenant comment ça se passe à Arsenal, donc il faut prendre exemple sur ce que fait Arteta. non, c'est pas comme ça. La direction, C'est pas dans Kroenke, cette etc. Ils optique-là, ont c'est laissé pas dans du cette temps à optique-là. Arsenal pour pouvoir établir et mettre en place ce jeu-là. Non, tu peux pas. Non, Tu je peux dis pas pas parce ça. que quand t'es... Parce que moi je pense à Xavi et ça m'énerve en fait, ça monte dans ma tête et donc du coup il dit que, enfin en général les gens qui le défendent ils disent qu'il a besoin de temps, il a besoin de temps. Et ça fait combien d'années là que tu Ah, dis il est catalonais, frère. Non, mais il y Ça a une fait- différence parce que Arteta, c'est quelqu'un qui sort de l'école Guardiola, qui a une certaine identité de jeu que tu vois. Non, mais Xavi il a été Non, biberonné par qui? Comment? Il a été biberonné, qui lui a donné Par le biberon? Guardiola? Bah voilà, donc c'est la même chose. Non, mais moi, je pars du point de vue que il a été scouté par Arsenal de la bonne manière. Il a été mis dans les conditions qu'il voulait. Et progressivement, il a pu mettre son empreinte. Et je ne dis pas que c'est pour tous les coachs. Moi, je dis que... Moi, je commence par... On doit souligner qu'Arteta, il fait du bon travail. Parce que, Ça, oui. parce que moi, je parle d'Arteta. oui, Je ne parle pas des autres coachs. Ça, oui. Parce que quand tu fais un bon travail, il faut le souligner. Et moi, je dis qu'eux, ils ont fait un bon scouting. Ils ont donné le temps et le Parce budget. que ce n'est pas une équipe qui était pressée de gagner. Mais c'est aussi qu'ils souffraient déjà très longtemps. Ça, Oui, ça, on, mais c'est parce ça, que je c'est pas comprends. une équipe qui était Mais pressée de gagner. Oui. On revient au même point. Comment vous dire le terme, gars? Non, mais prenons l'exemple Mais on de... comprend ce que tu dis. Hein. Prenons Franchement, l'exemple de Dortmund. Oui. Ils souffrent depuis quand? Mais c'est pas la même chose. Non, Tu mais- vas pas commencer non. à comparer Arsenal et Dortmund. Pas littéralement, mais juste dans l'optique que je veux juste expliquer que faut savoir Et donc, comment La tu philosophie vois- là est dangereuse. Regarde AC Milan aujourd'hui. Ouais. Une équipe qui a 7 Ligues des Champions. On Là- est venu avec une politique, ils ont commencé à descendre. Puis on est venu ramener un coach. On a dit, bon, on va arriver sur une philosophie, donc on va construire. Gars. La différence Tu casses ta légende, gars. Non, mais la différence entre le Milan et l'Arsenal, c'est que le Milan change de propriétaire tous les 6 mois. c'est vrai pour aussi. rigoler. C'est vrai aussi. Donc, il y a une différence. Moi, je compare pas. Je veux juste souligner le bon travail d'Arsenal, le bon travail d'Arteta, Ça, oui. et qu'il y a des exemples à suivre pour certaines équipes, dans certaines Oui, situations. Tottenham. Pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de Tottenham, c'est bien que tu le dises. Moi, je trouve qu'ils font du bon boulot. En tout cas, Ouais. Ange Postecoglou, là, franchement, épatant. On a déjà parlé de ça la semaine Ouais, dernière, ouais. mais j'ai envie encore de le préciser cette saison-ci, enfin cette semaine-ci, pardon, pour dire que ça se passe bien et qu'en plus de ça, ils sont en tête du championnat avec Arsenal. Arsenal ex aequo, je pense. Ex aequo avec 20 points. Et que, vu qu'ils ont quasiment que le championnat à jouer, parce que Ouais. voilà, Ils ont on que le va pas compter ce championnat. qu'il y a à côté. Ils sont peut-être. Est-ce que vous les voyez? C'est une petite question, on répond très rapidement. Je vais faire le tour. Est-ce que vous les voyez jouer le titre jusqu'au bout? Non. Check. Non. Non, pardon. Non, je pense pas, parce qu'on est qu'au la 8e journée, donc c'est encore Donc trop pour toi, tôt. c'est que de la fumée. Non, je veux juste attendre jusqu'au Boxing Day, par exemple. C'est là qu'on peut savoir. Ah bon? Non, Chelsea va faire une remontada. Ah, Inch'Allah. donc tu vois Chelsea être dans. Inch'Allah. quatre. Dans le top Ouais, 4. ouais, Top ouais, 4. ouais. Moi aussi. Ok. Et toi, Kibou? Ah, c'est de la fumée, c'est de l'enfumage comme d'habitude, gars. Ils font fumble comme Parce que d'habitude. c'est pas la première fois que Tottenham fait un bon début de saison et qu'ils finissent en dehors du top 6 même. Ouais, gars. 8e comme ça. Même si pour le moment, j'ai l'impression de voir des choses différentes. Bon, après, je dis pas non plus qu'ils vont jouer le titre, ça c'est pas possible. Pour moi, j'y crois pas une seule seconde. Mais on voit, Non, on franchement. voit de bonnes choses quand même et c'est plaisant à voir, Non, de franchement, voir cette gars, équipe jouer. le jour où on va voir Tottenham gagner un championnat, gars, je te jure, j'arrête de regarder le foot. Franchement, ça veut dire c'est fini, multiverse. Pas déconner. Non, mais ouais, voilà, c'est des équipes qui ça change un petit peu, on voit autre chose et moi j'aime bien un petit peu cette nouveauté, voir un petit peu de challenge et que les grands de certains championnats sont vraiment mis face au mur et se dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bon, je pense que pour ce match de Première Ligue, on a également fait le tour. Hein. Yes. Je pense pas qu'il y a d'autres trucs à souligner au niveau tactique, au niveau de ce qui s'est passé. Peut-être au niveau de l'arbitrage, ils étaient sur les feux des projecteurs après Ouais. ce qui s'est passé la semaine passée avec... D'ailleurs, en toute petite digression par rapport à ça, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu, ce qui se disait dans la VAR a été révélé au grand jour. Mhm. Et donc, du coup, les arbitres dans la VAR parlaient entre eux. Et ils demandaient donc, du coup, à l'arbitre principal du match entre Liverpool et... c'était qui? Tottenham. Tottenham, oui. Voilà, Liverpool et Tottenham, d'arrêter le match parce qu'il n'y avait pas hors-jeu, donc du coup le but était valable. Mhm. Mais l'arbitre principal n'entendait pas ce qui se disait forcément dans la VAR. Ils se sont dit,
oh shit, etc. Donc il peut pas arrêter le match. Ils se sont rendus compte, on entend qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont mis dans la merde et qu'ils ont foutu la merde. Donc pour dire que là, c'est pour ça que peut-être dans le match également entre Arsenal et City, les arbitres ils étaient vraiment sous le feu des projecteurs. On les scannait vraiment par rapport à leur performance et bon, je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Il y a peut-être eu une action, je pense, à Kovacic. Le cas de Kovacic qui était assassin. Un petit peu, hein. Il était assassin, c'est rouge direct, gars. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont pas sifflé, mais. Dans un maillot de Chelsea, il prend rouge. Pourquoi? Non, mais c'est sérieux. Parce que Jorginho, il a. Toi, tous ces géopolitiques. Mais T'as trop de combats. On trouve que t'as trop de combats. T'as trop de combats. Non, mais j'ai un exemple spécifique. Jorginho a fait la même chose, il a pris rouge. La même action. Je peux te montrer les images. Tu es oppressé. Non, mais laisse T'as tomber. trop de combats, mon Non, mais frère. je suis sérieux. Bon, ça c'est peut-être l'arbitrage, ce sera peut-être un autre sujet. Un jour où il y aura vraiment des dingueries qui vont se passer pendant tout un week-end. Mais là, on doit passer au dernier sujet qui sont. T'avais commencé à en parler un petit peu avant, qui sont les jeunes. Est-ce que ils se projettent pas un petit peu trop vite dans leur carrière en se pensant directement pro déjà? Est-ce que c'est même pas à cause de l'influence qu'ils ont autour d'eux, que ce soit les parents, la famille, ils voient un talent, ils voient un certain potentiel en eux? Et ils se disent donc du coup que oui, non, il faut faire en sorte que mon fils puisse devenir pro. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils vont un petit peu trop vite dans les démarches à suivre? Est-ce qu'ils ne brûlent pas trop vite les étapes? Quand tu parles de ce contexte, je parle quand ils ne sont pas encore pro ou quand ils viennent d'arriver dans le monde pro? Quand ils viennent d'arriver dans le monde pro. Quand ils viennent, je pense que c'est un peu normal. Je pense que c'est un peu normal et c'est aussi un peu compliqué. Pourquoi? C'est un peu normal parce que quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs comme Lamine Yamal, ils ont 16 ans. La plupart des grands joueurs qu'on connaît aujourd'hui de notre ère, donc c'est-à-dire génération 2002, 95, 94, 93, ils étaient pros à quel âge? 17 ans, 18 ans. Donc je pense qu'on arrive dans un fait aussi où les jeunes se disent aujourd'hui, si je joue pas, je pars et puis basta. Et puis on a encore ce truc-là que par exemple en Belgique ils ont installé, c'est la compétition 1B par exemple. La compétition 1B. Comment tu vas faire comprendre un joueur qui joue en 1B, par exemple avec Club Next ou avec Young Anderlecht et qui pète tout, de lui dire garde les pieds sur terre, reste à Anderlecht, tu auras ta chance en équipe première. Je pense qu'il y a tout ça qui joue et en plus de ça, il y a aussi l'influence des agents. Il y a les influences des agents, il y a les influences d'extérieur. Tel club veut de toi, tel club est intéressé par ça. Tu as le potentiel pour jouer là-bas. Pourquoi tu joues pas? Ton ami dit pourquoi tu joues pas, tu es plus fort que celui-là. Et je pense qu'à un certain âge, quand tu as 18-19 ans, comme je l'ai toujours dit, tu restes un enfant. Tu as 17 ans, tu restes un enfant. Tu te vois plus fort que tout le monde en fait. Quand on te le répète à longueur de journée, tu mérites de jouer en A, pourquoi tu joues pas en A? Ben c'est normal qu'il veut créer ces étapes-là. Parce que quand tu regardes Zidane à l'époque, il est sorti à quel âge de Bordeaux? En première, peut-être à 22 ans, 21 ans. Parce qu'il n'y avait pas tous ces trucs-là, parce que les jeunes joueurs, ils étaient protégés. Moi, au jour d'aujourd'hui, on parle, il y a des agents, il y a des joueurs, ils ont des agents à 11 ans. Ouais. Il y a des joueurs qui ont des agents à 11 ans. Il y a des papas qui dépensent Des fois, je parle avec des papas, ils dépensent pour la petite de 9 ans peut-être 600 euros, 1000 euros de spécifiques à l'année. Pour un petit de 9 ans, 10 ans. Donc, ça veut dire que le petit, tu l'instrumentalises, en fait, de l'enfance, de le bas âge. Écoute, mon fils, c'est comme si toi, tu as investi dans une entreprise. Toi, tu es mon entreprise, tu es ma sécurité financière. J'ai investi sur toi. Quand tu vas arriver dans le monde pro, tu vas tout faire pour rester dans le monde pro. Et si tu joues pas, tu vas partir. Combien de transferts on voit pas, par exemple? Les jeunes joueurs, 16-17 ans. Ils signent un contrat à Manchester United, ils sont pros, etc. Ils jouent pas, paf, l'année d'après, ils vont à City. L'année d'après, ils vont à Arsenal. L'année d'après, ils vont en Hollande. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il y a l'agent qui a parlé, parce que l'entourage a parlé et parce que le joueur s'est dit je suis plus fort, j'ai le niveau de jouer là-bas, j'ai pas le temps parce qu'il y a tel joueur qui a 18 ans, il y a tel joueur qui a 19 ans, il y a tel joueur avec qui je joue en équipe nationale de jeunes et je suis plus, c'est surtout ça, que je joue avec en équipe nationale de jeunes, je suis plus fort que lui et lui joue et pourquoi moi je dois pas jouer? Et tu vois ça, c'est toute une question aussi d'orgueil et d'humilité. Parce que Frangin, c'est rare que le gars qui a 18 ans qui joue ne soit pas un phénomène. Ouais. Je suis désolé. Si tu es dans un certain milieu, tu peux être dans le milieu et pas être parmi les forts. Mais quand ton talent est indéniable, que ce qui vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas jouer. Et je pense qu'à un moment donné, les parents aussi doivent commencer à comprendre que si tu es trop fort, tu vas jouer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu vas jouer. Donc, il faut pas arriver dans un mode où
t'entends à gauche, à droite, oh mon fils il est fort, je joue avec tel joueur, je joue avec tel joueur. Non, c'est pas un phénomène, gars. Je suis d'accord avec toi, hein, parce que pas je pense tout le monde que... est un phénomène. Ça peut être un bon joueur, il est destiné à être un bon joueur, laisse-le prendre son temps. Regarde Kylian. Par exemple, on a un Kylian Mbappé qui a 15 ans déjà, il tapait, on le surclassait. Il est arrivé à 16 ans, il était trop fort, gars. Il a joué. Mais combien de joueurs aujourd'hui, je suis sûr, de sa génération qui se disent « Oh, mais moi j'ai joué avec lui en équipe nationale, là, en U17, en U20, j'étais plus fort que lui, comment ça se fait et tout ?» Non, gars. T'es un phénomène. Mais c'est une question d'entourage aussi, parce que comme tu le dis, ben, t'es jeune, faut te faire conseiller par des gens qui sont compétents, qui savent de ce qu'ils parlent, parce que se faire conseiller par quelqu'un qui ne connaît pas la matière, c'est dangereux, parce que c'est quelqu'un qui réagit par émotion ou par les parents, les amis. Ils veulent te voir briller, mais ils ne savent pas comment les choses marchent. Donc, il y a juste à laisser les gens qui s'y connaissent vraiment conseiller les jeunes, et les jeunes aussi à eux, d'écouter les gens qui sont... Ah, tu veux... Non, vas-y. Non, mais il faut se dire un truc. Hein. Tu sais que je vais te dire un truc. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui jouent au foot, etc., qui ont ma génération, qui sont peut-être en D1 ou D2. Je vais te dire un truc. Le moment, quand le joueur a le contrat pro, il fait ses débuts en A, tu comprends? Il fait ses débuts en A, il joue quelques matchs, et le moment, quand il joue plus, sache que son agent a des appels de 10 clubs. 10 clubs. Nous, on le veut. Il ne joue pas à Bruges, nous on le veut, il va venir chez nous, il va jouer. 10 clubs. Donc comment tu vas faire? Parce que en fait c'est psychologique. Comment tu vas... Parce que c'est bien de dire les parents, les agents, tout ça, parce qu'au final le foot c'est le business. Comment tu vas faire comprendre? Déjà l'enfant n'est pas contrat, allez, il est heureux avec son contrat bien sûr, mais il y a ailleurs, on peut le proposer plus. Déjà il y a ça, il y a 5-6 clubs qui veulent de toi, et après ça, tu dois lui dire, petit frère, reste calme, réfléchis, tu auras ton temps de jeu à Anderlecht, tu auras ton temps de jeu au Standard, tu auras ton temps, peut-être même à Manchester City, tu auras ton temps de jeu, je sais pas ça, à Barcelone, mais c'est juste une question de temps, attends 2-3 ans. Tu penses vraiment qu'il a encore... Ça existe. Ce métaphore-là. Ça existe, regarde Foden. Ouais, oui, Foden, oui. Foden, lui, il a été très bien entouré. Par exemple, même Tingui, où il a été pro à 21 ans, 22 ans. Ouais, mais il il est arrivé tard. Après, il jouait en division inférieure. Il jouait en inférieure, tu vois, il a fait son truc, il a resté la tête sur les épaules. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a combien de jeunes? Frère, du moment que tu fais équipe nationale U15, U16, U17, U18, U19, tu montes en A, tu as tes minutes, il faut savoir que déjà dans ta tête, si dès le début, on t'a mis star de club en jeune, déjà ta tête, elle est facteur. Mais je crois qu'il y a une différence entre les jeunes d'ici en Belgique et les autres, parce que nous, en Belgique, il y a une certaine convoitise partout l'Europe. Voilà. Donc, je pense que c'est différent par rapport, par exemple, à Foden, qui est déjà dans l'académie de Manchester City, qui est établi et qui a déjà cette conversation avec Guardiola qui lui dit bah, tu vas monter petit à petit dans l'équipe. C'est différent parce qu'ici, ce n'est pas la première ligue, tu vois. Donc, eux, ils rêvent de faire cette... Mais des fois, il faut être... Moi, je suis désolé de le dire. Les gars, peut-être je vais te faire passer pour un méchant, mais beaucoup de gens manquent d'humilité, gars. Des fois, dans la vie, il faut grandir, il faut être simple, humble, et de savoir se poser et se dire, écoute, peut-être qu'il me manque telle qualité pour franchir ce palier, je dois être patient. Ouais. C'est dans la vie de tous les jours, gars. C'est même au taf, t'as un taf où tu sais que t'es bon, mais tu sais que t'es bon, mais t'es pas le meilleur. Mais tu vas pas te réveiller le matin, tu vas dire écoute, moi j'ai une revalorisation salariale parce que juste parce que t'es bon, gars. Bah, ça me rappelle le cas d'un joueur en particulier parce que, comme il est passé par le Barça, de Caïs Ruiz. Ouais. Caïs Ruiz, lui, c'est vraiment le joueur vraiment typique qu'on a chouchouté, qu'on a dit depuis qu'il est tout petit que ça sera un phénomène. Et donc, du coup, lui, vraiment dans sa tête, il s'est vu comme tel partout où il allait. Il pouvait avoir un coéquipier comme Neymar, ou bien comme Xavi Simons, ou bien quiconque, peu importe la personne avec qui dans le club dans lequel il était, il se croyait déjà au-dessus d'eux ou voire égal à eux. Mais après, quand on l'a vu, quand il a été prêté à gauche, à droite, là, ça ne va pas. Là, il est sans club. D'ailleurs, là, il est sans club maintenant. Donc, du coup, c'est vraiment pour dire, comme tu l'as souligné, hein, l'humilité vraiment précède la gloire. Cette phrase-là, elle est vraiment très importante dans le sens où hey, gars, si tu ne te mets pas dans l'esprit que malgré le fait que tu sois fort, tu dois travailler, tu dois garder les pieds sur terre, t'es grillé. Ouais. T'es grillé, donc du coup, c'est ce qui est en train de se passer avec des joueurs comme ça. Ouais, mais c'est très compliqué. Bien sûr, je vous donne raison, mais c'est très compliqué. En fait, c'est parce que vous imaginez pas la situation. À 12 ans,
on parle de toi dans le club, il y a des joueurs depuis 9 ans, 8 ans, ils sont à Anderlecht, ils sont à Bruges, on dit déjà, ton fils va devenir pro. Mais On c'est va pas, chez ton mais papa. c'est pas les premiers. Oui, C'est pas les c'est vrai premiers. que c'est pas les premiers. Et après, à un certain âge, tu fais sélection U15, équipe nationale. U17, tu fais l'Euro. Mais c'est vrai qu'après, à un certain moment, ils sont pas matures. Ça reste des petits. Ça reste des petits. C'est des petits à 16, 17 ans, ils ont des contrats de 20K, 15K. T'as peur. Et puis quand ils font leur début en pro, ils ont 18, 19 ans. Tu penses que vraiment, quand ils jouent plus en pro, parce qu'après en off, on peut parler beaucoup d'exemples des jeunes joueurs qui ont eu ça. Hein. Quand ils jouent plus en pro, il y a les agents là. Quand je te dis, quand le petit ne joue plus là, en équipe A, ou il joue moins, l'agent reçoit des appels. Il reçoit des appels. Il reçoit des appels, tel club veut du joueur, tel club. Pourquoi tu penses que même, par exemple, Jadon Sancho, quand il n'allait pas avoir sa chance à City, il est parti à Dortmund. Pourquoi tu penses que maintenant, beaucoup de jeunes joueurs français, quand ils n'ont pas leur chance à PSG ou à Marseille, ils viennent en Belgique? Pourquoi tu penses que maintenant, beaucoup de joueurs belges, quand ils n'ont pas leur chance ici, ils vont en deuxième division en Hollande, ou ils vont aller en Chypre, ou ils vont aller en Roumanie? Pourquoi tu penses que maintenant, même en Espagne, les petits de la Masia, ils viennent à Bruges? Il y a peut-être 2-3 joueurs de la Masia qui jouent à Club Next, qui jouent Club Next deuxième. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent, moi, je me suis déjà entraîné avec... Mais je vais te dire la vérité, moi, je me suis déjà entraîné avec la première, j'ai vu les joueurs de la première, et quand je me suis entraîné avec eux, j'ai le niveau par rapport à certains joueurs qui jouent, j'ai déjà fait mes matchs en pro, et je trouve que j'ai le niveau de jouer, donc maintenant, moi, je dois partir parce que je dois jouer, et Kylian Mbappé, il a fait du mal à la jeunesse en disant cette phrase, tu me parles pas d'âge. Il a fait du mal, à l'époque, on rigolait, mais c'est ça l'effet d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qu'il a 18 ans, 17 ans, il veut plus parler d'âge. Il avait le droit de pas parler d'âge parce que c'était un phénomène, gars. Mais le gars, lui, il arrive à l'entraînement. C'est parce qu'il est à l'entraînement. Je précise, à l'entraînement. Et il pense que le gars, comme il est à l'entraînement, il a le même niveau. Il n'est pas au-dessus. Mais il a le même niveau, il est au-dessus. Ah. C'est les histoires d'Instagram, les réseaux sociaux et tout ça là qui ont également bousillé un petit peu tout ce cheminement-là qui était respecté à l'époque. Parce que là, maintenant, ils veulent se mettre en valeur. Voilà. Ils veulent devenir des joueurs highlight. Voilà. Donc, du coup, qu'on voit leurs skills pendant les entraînements, pendant les petits matchs qu'ils vont y avoir, etc. Donc, du coup, ils doivent se mettre en avant pour être un produit vendable et être un produit mis aux yeux de tous pour pouvoir attirer d'autres clubs. Moi, je vois des joueurs qui perdent des scores vraiment 4-5-0. Et après, il met un highlight de ses dribbles. Ah ouais, ça... Moi, en tant que coach, moi, je te suis. Hein. Moi, tu joues plus. C'est pas sérieux, fou. T'as perdu 5-0, tu mets des skills. Tu mets des skills. En tant qu'arrière gauche. C'est qui? C'est Dest. Après le match contre Arsenal, il a mis des skills de son cerveau. C'est pas sérieux, ça. Mais lui déjà, au moment où j'avais vu qu'au départ de Messi, quand Messi est parti au PSG, là, qu'il était venu en tenue Chicago Bulls, même pas pour respecter une légende. Après, il fait des Messi. TikTok. Ah, c'est bon. Non, Lui, là, c'est Après, bon. lui, au moins, il est arrivé pro. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même sa carrière. Arrière gauche, tu fais des highlights dribble. Ça, c'est réel, gars. Tu perds 4-0 à fou. Au jour d'aujourd'hui, il y a même des jeunes. Faut avoir honte à fou. J'ai vu des jeunes qui sont à l'entraînement en première, ils mettent des vidéos quand ils dribblent en première à l'entraînement. Même avec la crise qui se passe à Manchester United, là, ils ont gagné ce week-end en gagnant dans le Fergie Time, etc., en faisant une remontada avec le doublé de McTominay. Mais Diogo Dalot, il est exécrable, il est dégueulasse. Il est mauvais, il est pourri, il est perdu, il est nulle part. Je sais même pas comment ça se fait qu'il puisse jouer au foot. Il est droitier, mais il a 2 pieds gauche. Il est trop nul. Il est nul, mais à un point. Une nullité vraiment. Même plus nul que la nullité en elle-même. Bref, Diogo Dalot. Qu'est-ce qu'il fait ce week-end? Ou hier, je sais plus. Le mec, ils ont gagné, ok d'accord, il a fait une vidéo sur Instagram. Il a fait une vidéo sur Instagram où tu le vois vraiment en mode « Oh, on a gagné la Grinta, Fergie Time et tout. » Mais gros, quel joueur dans l'ancienne United va faire ça? Est-ce que tu aurais vu Neville le faire? Non, Gary Neville, never. Ou bien, j'en sais rien moi, Paul Scholes le faire. Mais t'es fou quoi? Jamais. Mais quand ils voient ça, ils se disent mais c'est pas possible, cette génération dans quoi on est tombé. Tu vois, même mon téléphone m'en tombe. Non mais c'est pour dire que on a une génération qui est vraiment submergée et ridée par les réseaux sociaux. Et Tout le monde veut tout est bon pour faire du clic. Tout le monde veut être Beckham. Tout le monde veut être Beckham. Le footballeur ne veut plus rester footballeur. Exact. Le footballeur veut être hors du football. Le footballeur aujourd'hui veut être à la Fashion Week. Le footballeur aujourd'hui veut être
en boîte, ils allaient déjà être aux meilleurs endroits avec des basketteurs. Tu t'imagines au jour d'aujourd'hui? D'ailleurs, les footballeurs, faites gaffe parce qu'on vous crame quand vous êtes en boîte. On sait très bien que vous êtes là. Donc, on peut vous chcum aussi. Donc, faites gaffe. Faites pas les malins sur le terrain, jouez bien, sinon on vous chcum. On dit ça parce qu'on vous aime. Les footballeurs au jour d'aujourd'hui vont être amis avec rappeurs, avec les joueurs de NBA, avec les joueurs de la NFL. Ils vont être amis avec les gens du showbiz. Donc, ça veut dire que le footballeur aujourd'hui a changé. Ouais. Et les petits voient ça. Quand Quincy Promesse, là, Memphis Depay, ils ont commencé à faire leur vidéo, là. Non, parce qu'ils ont abîmé toute une génération, en fait. Surtout les Hollandais, là, et les Belges d'Anvers, là. Ils ont matrixé toute une génération, là. Toute une génération. Un petit marque un goal, il tape comme ça. Ouais, je te promets, je suis coach. Tu fais des trucs comme ça. Ou tu fais ça, tu joues plus le prochain match. Parce que vous voulez de la dinguerie. Tu fais ça à qui, gars? Tu joues en U18, réveille-toi. Ou tu fais des vidéos lifestyle. Des vidéos lifestyle. Il faut des photos à Louise, des vidéos lifestyle. Dis, gars, réveille-toi. Le football, ça va vite. Hein. Tu peux être là. Demain, t'es personne. Regarde Pogba. Ouais, regarde. Et puis même Pogba, il a quand même attendu. Oui, dans le sens où ça va très vite, mais pas par rapport à sa carrière, mais dans le sens où ça va très vite. La chute, elle est vertigineuse, là, tu vois. Le mec, il va toucher le SMIC, là, bientôt, là. Donc, pour dire que, attention, jouez d'abord au foot, soyez d'abord des footballeurs. Et ensuite, le reste va venir. La gloire viendra toute seule, en vérité. Ouais. Tu fais ton taf, la gloire va venir toute seule. D'ailleurs, j'ai une anecdote à dire. Okay. Un jour, il y avait un petit qui jouait dans un club en D1-1-1. Ils avaient match face au Standard. Il m'a dit, Aaron, si je mets triplé, tu me donnes quoi comme cadeau? Je dis, comment ça, je te donne quoi comme cadeau? Il fait, oui, parce que si tu me mets triplé, est-ce que tu peux m'acheter une paire de chaussures ou quoi? Mais je dis, mais t'es malade quoi? Donc toi, au lieu de jouer face au Standard, tu te concentres parce que tu dois marquer face au Standard pour billet. Toi, ta première focalisation, c'est de marquer un triplé pour avoir le cadeau, puis pour mettre après sur Instagram, New Shoes. Tu vois, c'est des trucs. Les petits d'aujourd'hui sont matrixés, frère. Les réseaux sociaux, ça drive. Le clic, ça drive. Il t'aurait pas demandé des Nike, il t'aurait dit va chez Balenciaga. Va chez Vuitton. Non, tout ça, ça drive. Et malheureusement, on peut rien y faire. Là, ça va continuer comme ça. Et c'est également la faute de l'entourage, des parents qui mettent vraiment toutes ces personnes en hauteur et qui leur fait gonfler vraiment la tête, on dirait des montgolfières. Mais je pense que c'est une vraie question. Mais je pense que c'est une vraie question à poser, par exemple, aux anciens joueurs qui ont maintenant des fils qui aspirent à peut-être devenir pro. Tu vois, c'est une vraie question. Je me demande, est-ce que, par exemple, on va prendre l'exemple d'un Khalilou Fadiga, éduque, par exemple, différemment son fils Ouais, mais des histoires comme ça, on en a un petit peu connu. Je vais sortir du foot un peu et aller en Formule 1. Max Verstappen, son père c'est Jos Verstappen. Et Jos Verstappen, c'était pas un grand champion ou quoi que ce soit. Hein. Mais son fils, comme il est là, il est en train de dominer la F1 comme pas possible. Mais il est jeune, hein, Max. Mais est-ce que vous voyez la différence un petit peu par rapport à la mentalité qu'il a? Lui, il n'est pas là pour les réseaux sociaux. Hein. Lui, il est là pour gagner. Il a fait face, il y a 2 saisons, face à Lewis Hamilton, ou 3 saisons, ou 2 saisons, je ne sais plus, face à Lewis Hamilton, mais il fallait voir le championnat. Il n'hésitait pas à le rentrer dedans. S'il fallait même qu'il meure, il allait mourir. Mais il disait que je veux venir te battre. Donc, du coup, ça se voyait qu'il était focus à 100% sur les réseaux sociaux. Sur sa voiture et sur les formules. Je me suis moi-même trompé, tu vois. Ouais. Mais c'est pour dire que voilà, la façon, comme tu l'as dit, hein, dont les parents, l'entourage traitent l'enfant, ça influence également. Et je pense que Jos Verstappen a su insuffler à Max Verstappen les idées et la dignité propre de respecter le sport dans lequel il joue, avant tout, avant d'être famous. Voilà, et pour donner d'autres exemples, à part Fadiga, il y a aussi les enfants de Lilian Thuram qui sont hyper corrects aussi. Et il y en a plein d'autres, donc il faut avoir des gens qui ont passé du temps dans le monde du foot pour avoir... C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir des gens qualifiés pour te conseiller pour que tu réussisses. Après, ça dépend aussi de l'éducation. Il faut bien souligner qu'il y a beaucoup des enfants, à 17 ans, 18 ans, ils deviennent chefs de famille, frère. Tu vois? Ils deviennent chefs de famille, c'est lui qui envoie salaire à papa, c'est lui qui envoie salaire à maman, c'est lui qui s'occupe de toute la famille. Donc, c'est-à-dire que... Il y a une nuance, ouais. Ça veut dire que quand tu arrives dans des situations comme ça, Lilian Thuram, c'est des enfants, là, Marquis, c'est des enfants, leurs papas ont toujours été à l'aise. C'est pas les mêmes situations.
Quand tu arrives dans une situation, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs brésiliens ivris. On dit toujours après 30 ans, ça va plus. Parce que depuis 16 ans, 17 ans, c'est des chefs de famille. Comment tu veux que mentalement, parce qu'il faut bien parler de l'aspect mental aussi, psychologique, comment tu veux que mentalement, ça va encore? Tu vois? C'est comme j'ai regardé par exemple le documentaire de Beckham. Beckham, à 14 ans, Manchester, il est ramené juste déjà dans les vestiaires des pros. À 14 ans, il était déjà dans les projecteurs et tout. On parlait déjà de lui. Et à 17 ans, il a fait ses entrées. Mais comment tu veux que, à certains moments, ça va encore dans la tête, tu vois? Comment tu veux? Parce qu'il y a une chaîne. En fait, t'enchaînes, mais après, c'est normal qu'à partir d'un moment donné, tu craques et tu pètes un plomb, frère, et tu fais n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être une raison, mais en tout cas, il faut qu'ils se mettent en tête de se dire que s'ils veulent que ce rythme-là puisse perdurer, qu'ils puissent toujours avoir cette puissance-là, il faut quand même rester sur le terrain. C'est qu'avant tout son métier. Donc, il faut pratiquer son métier avant de se dire que c'est d'abord les projecteurs ou bien... Donc voilà, c'était pour moi voilà, un sujet qu'on devait traiter. Et je pense qu'on a fait ça de long en large. Et t'as pas un petit quiz pour aujourd'hui? Parce que là, je suis sur un rythme, je me dis là, si tu faisais un quiz aujourd'hui là... Malheureusement, je n'ai pas préparé de quiz aujourd'hui comme on a fait le débat. T'as pas préparé de quiz, mais c'est pas grave. Bon, au moins, je sais déjà que pour la prochaine fois, je vais garder ce rythme-là pour dire que je suis chaud et que je suis en pleine expansion pour gagner chacun des quiz qui va arriver. Ah ouais. Je m'enflamme un peu, on dirait un petit jeune. Non, c'était pour la petite Garde blague. l'énergie, c'est pas grave. Provocation. C'est pas grave, c'est pas grave. Provocation. D'en face. Il est sage, hein, mais quand il s'énerve là. J'avais dit la force tranquille. Hein. Ouais, donc c'est ça. Hein. Toi, ils ont rigolé de moi au début là. En tout cas, les gars, merci. Je pense que c'était vraiment une très belle émission. Yes. Je tiens à te remercier personnellement, Kibo, Aaron et toi, Cher. J'espère que vous, derrière la caméra, vous êtes vraiment bien amusés, que l'émission a été tip-top et aux petits oignons pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Bonne soirée à vous.